Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la méthode de Ler, de simulation numérique et de résolution d'équations différentielles. Que ce soit des systèmes d'équations, des équations simples, et que ce soit du premier ordre, deuxième ordre, on va s'arrêter là, mais ça serait possible d'aller à des ordres supérieurs. Tout ce que je vais vous présenter sera trouvable sur mon site, dans la partie informatique, simulation. C'est une seule page, mais on peut aller directement sur la partie dérivation Euler. Et là, vous trouverez un cours, un résumé, dont je vais vous présenter quelques éléments, puis des évaluations et des TD, beaucoup d'exercices, parce qu'avant, la méthode de Ler était au programme d'informatique du tronc commun quand je l'enseignais. Maintenant, elle est passée au programme de sciences de l'ingénieur, de physique-chimie, dans les matières scientifiques, finalement, pour résoudre des équations différentielles. Du coup, il y a pas mal d'exemples. Évidemment, j'ai des exemples spécifiquement sciences de l'ingénieur, mais là, dans cette présentation, je vais vraiment présenter la méthode de Ler. L'objectif, c'est de la découper en deux parties. Une première partie qui permet de bien comprendre ce qu'elle va permettre de faire, avec l'illustration, beaucoup d'illustrations, tous des sujets que j'ai pu traiter, que ce soit lors de ma thèse, ou des sujets qui sont disponibles sur mon site internet. Et puis dans une deuxième partie, on verra comment le coder avec le langage Python. Donc, si vous voulez directement aller à la partie programmation, vous pouvez aller plus loin dans la vidéo pour la voir. Voilà. Ceci étant dit, on va ouvrir une présentation que j'ai préparée. Donc, je vous mettrai tout ça à disposition. A priori, je mettrai autour de cours et résumés ici un lien vers une page. Et dans cette page, je mettrai la vidéo que je suis en train d'enregistrer, le support de la présentation, les éventuels codes, éventuellement je publierai les codes que je vais faire à la fin de cette vidéo. Donc vous pourrez retrouver tout ça dans une page dédiée un petit peu plus tard. Il arrive qu'il y ait des coquilles dans ce que je peux dire, hein. Donc dans ce cas-là, je vous invite à lire les commentaires qui seront en dessous de cette vidéo sur YouTube et de voir si éventuellement il y a des petites corrections. Si elles n'ont pas d'importance capitale, je ne referai pas cette vidéo juste pour ça. Voilà. Alors la première partie, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec la méthode de Ler. Donc, déjà ça s'affiche pas très bien, donc on va pas le mettre en grand, c'est pas grave. Je peux zoomer un petit peu. En fait, c'est ça qui s'est déplacé. Hop, F5, ça s'affiche bien. Ok. Alors, d'abord, quelques notions sur la dérivation numérique. La dérivée d'une fonction, on l'approche par un calcul. Ici, on a tracé une fonction, la courbe noire. La dérivée au point noir de la fonction peut s'approcher de deux manières différentes. Enfin, de plusieurs, mais on va rester sur deux manières simples de faire. On peut aller chercher un point extrêmement proche à droite, à t plus grand t. Le grand t qui est ici, ça sera souvent écrit dt comme un petit pas de temps qu'on verra dans la suite. Et pour avoir la pente et donc la dérivée de la fonction, on va calculer la valeur de la fonction à droite, le point rouge, la valeur de la fonction actuelle, le point noir, et on va faire f de t plus grand t moins f de t divisé par l'écart, c'est-à-dire grand T. C'est la formule que vous voyez à gauche. Y' de t est égal à y de t plus grand t moins y de t sur grand T. Et la valeur réelle de la dérivée en petit t, ça sera la limite quand grand T tend vers 0 de cette formule, c'est-à-dire qu'on rapproche le point rouge le plus possible du point noir. Voilà comment on calcule. Ce qui fait qu'on va faire une approximation en choisissant un pas de temps, et plus ce pas de temps sera petit, plus notre dérivée sera juste. Et inversement, plus il sera grand, plus notre dérivée sera fausse. Et donc les résultats de simulation ne seront pas forcément bons. Et donc, je ne vais pas parler de la dérivée implicite, etc. C'est la dérivée de l'autre côté. On va rester sur Euler explicite. Donc là, la dérivée numérique, on vient d'en parler. Maintenant, on peut remarquer que dans cette formule, on peut isoler y de t plus grand t. Et ça, c'est la résolution numérique d'une équation différentielle. Dans la ligne juste en dessous, vous voyez qu'on peut aller calculer, si on ne le connaissait pas, la valeur d'une fonction à un temps plus un petit pas de temps en fonction de la valeur actuelle de la fonction, c'est y de t, et de sa dérivée au temps. En gros, au point noir ici, on pourrait estimer si on connaît la dérivée. Alors ici, vous voyez, si on connaissait la dérivée, je vais essayer de faire une capture d'écran pour être précis dans ce que je vais dire. Voilà. Et si on connaissait la dérivée au point noir et que je la trace comme ça en bleu, ça serait une droite.
Et donc, on pourrait estimer à t plus grand t la valeur probable de la fonction en disant que c'est la valeur actuelle, c'est-à-dire le point noir, plus une petite valeur verticale qui serait exactement le trait bleu que je suis en train de dessiner. Et donc, on pourrait estimer la nouvelle valeur de notre fonction à t plus grand t. Et ça va être exactement le principe de l'aire explicite. On va pouvoir aller calculer de nouvelles valeurs connaissant la dérivée, donc là dans une équation différentielle du premier ordre, et connaissant la fonction, c'est-à-dire connaissant les valeurs actuelles, et évidemment au départ on les connaît avec les conditions initiales. Hop. Voilà pour la dérivation première. Ensuite, on a des formules pour la dérivée seconde. Ces formules-là, on ne les utilisera pas directement pour la méthode de l'aire que je vais programmer à la fin du sujet, mais j'en dis quelques mots. Il est possible d'estimer la valeur d'une dérivée seconde d'une fonction de plusieurs manières, mais en gros, on va faire deux développements de Taylor à l'ordre 2 autour de t, à t plus grand t et à t moins grand t. À l'ordre 2, on va faire apparaître la dérivée seconde. On voit qu'en sommant ces deux lignes, on va pouvoir faire disparaître la dérivée première, et on va obtenir une approximation de la dérivée seconde par la somme de ces termes que vous voyez en haut, la valeur de la fonction à droite plus la valeur de la fonction à gauche moins 2 fois la valeur de la fonction actuelle, divisé par grand T. Là, il y a des petits détails dont je ne vais pas parler tout de suite, mais que vous retrouverez dans le cours, qui font qu'on peut estimer cette dérivée en un temps T en fonction des trois valeurs, donc la valeur actuelle plus celle à droite et celle à gauche, mais on peut aussi la décentrer à gauche ou la décentrer à droite, mais on ne va pas aborder ça. Pourquoi j'ai mis cette page où on peut estimer la dérivée seconde d'une fonction? C'est que la méthode de l'aire, elle peut se pratiquer de deux manières différentes. Elle peut se pratiquer avec le Euler classique, et peut-être que vous connaissez la fonction ODEINT qui permet de faire des résolutions de l'aire. C'est ce que je développerai tout à l'heure avec un code Python, donc je préfère pas trop en parler pour l'instant. Elle peut aussi se développer, être pratiquée avec ce qu'on appelle les équations aux différences. C'est-à-dire que dans notre équation différentielle, on va aller remplacer les dérivées premières par la formule ici, avec un y de t plus grand t qui va apparaître, et des valeurs qu'on connaît à t actuel, au temps actuel, et puis aux éventuels temps précédents. Dans la formule de la dérivée seconde, on aura le y de t plus grand t au temps suivant qu'on cherche, en fonction de la valeur actuelle et du temps précédent. Et donc la méthode d'équation différence, elle permettra d'injecter dans l'équation différentielle ces formules qu'on a sous les yeux, d'isoler le terme y de t plus grand t, qui est le terme que l'on cherche à chaque fois, connaissant le terme en t et les éventuels termes précédents. Je vais illustrer quelques exercices qu'on peut traiter avec cette méthode, mais je ne la développerai pas au niveau code. Donc, les équations aux différences, justement, avant d'aller vraiment sur la méthode de l'aire classique qu'on programmera, c'est des équations, c'est une méthode qu'on va utiliser dès qu'on a des dérivations de plusieurs variables, c'est-à-dire souvent de l'espace et du temps. La méthode de l'aire classique ne fonctionnera que pour des dérivations d'une seule variable, et pour nous, ça sera quasiment tout le temps la dérivation par rapport au temps, et uniquement au temps, dérivée première, seconde, éventuellement plus par rapport au temps. La méthode d'équation aux différences, même si elle fonctionnerait pour des équations avec des dérivations juste par rapport au temps, ça serait tout simple à faire. En réalité, on va la réserver pour ce que l'aire ne peut pas faire classiquement. C'est donc des équations où il y a des dérivées par rapport à différentes variables. Et là, j'ai pris des exemples. À gauche, c'est le Laplacien d'un champ et d'un potentiel quand on étudie l'électricité. On a des dérivées secondes par rapport à l'espace, par rapport à x et y en 2D. À droite, j'ai une réaction de BZ que je vais illustrer après, où on va avoir une dérivée par rapport au temps et une dérivée par rapport à l'espace avec un Laplacien, puis un terme réactif qui sera une dérivée par rapport au temps aussi. Ici, on a une équation de la chaleur qu'on est en train de résoudre, donc propagation thermique. Et à droite, une propagation d'onde. À chaque fois, vous voyez qu'on a des dérivées temporelles et spatiales, temporelles et spatiales, temporelles, spatiales, et là, juste spatiales. Et bien, dans toutes ces équations différentielles, il n'est pas possible d'utiliser ODEINT, la méthode classique. Donc, il faut faire des équations aux différences. Si vous voulez voir comment ça se code, tous les exemples que je vais vous montrer là tout de suite, ce sont des TD que j'ai mis à disposition sur mon site. Et donc, vous pourrez aller les programmer, voir les méthodes, j'ai tout expliqué. Quand vous allez sur mon site, vous allez voir, là c'est ordre 1, tout ça c'est de l'Euler classique, résolution vectorielle c'est de l'Euler classique, et là l'équation en différence, comment on traite une équation quelconque,
Par exemple, ici, j'ai mis, regardez bien, une équation avec la dérivée première de x, deuxième de x et du temps, et voir comment est-ce qu'on traiterait ça. Et puis après, vous avez de la chute de sphère 2D, chute de sphère 3D, simulation thermique, avec le Laplacien, le potentiel électrique, on vient d'en parler, la réaction de Bézet, on vient d'en parler. Tous ces sujets-là, vous pouvez aller les voir, mais là, dans la présentation, je n'en parle pas. Pas plus que ça. Alors, ça serait quand même dommage de ne pas citer la première vraie application de la méthode de l'air que j'ai utilisée, c'était pendant ma thèse. De 2010 à 2013 à peu près, sur la simulation de la fusion laser de poudre thermoplastique dans le cadre de l'impression 3D et de fabrication directe de pièces pour des avions, des satellites et des missiles. Et donc l'idée c'était de voir dans quelle mesure on était capable de fusionner correctement de la poudre thermoplastique avec un laser. Et donc les équations différentielles que j'ai utilisées sont là-haut. Partie gauche, c'est les équations fluides qui permettent, connaissant les charges qui s'appliquent sur notre fluide, d'en déduire sa vitesse. Et connaissant sa vitesse, grâce à Euler, on en détermine la position au temps suivant. Et donc, on peut faire des simulations d'évolution fluide. Ici, vous voyez la coalescence de deux gouttes. Donc, en gros, là, c'était des cylindres infinis. Vous avez deux cylindres qui coalescent jusqu'à n'en faire qu'un seul, dont on voit la surface finale qui est le trait rouge qui est là. J'ai simulé la goutte pendante. J'ai simulé la disparition de cavité. Tout ça, c'est la méthode de l'air avec les équations qui sont au-dessus. Et quand on rajoute ensuite la thermique avec l'équation de la thermique ici, où on avait des températures imposées sur les bords, un flux laser qui était imposé, et donc on a une dérivée à la fois spatiale et temporelle, eh bien il était possible d'ajouter la fusion laser par un apport d'énergie dans la matière, et ensuite il y avait une simulation fluide en parallèle de la simulation thermique, donc on résout à la fois les équations de droite et de gauche, et on laisse coalescer, évoluer la matière pour voir dans quelle profondeur ça soude, etc. C'est la première vraie application après l'école où j'avais appris la méthode, où ça m'a servi la méthode de l'air. Et puis depuis, j'ai développé plein d'exercices que je trouve qu'elle est assez fantastique puisqu'on simule plein de phénomènes physiques qui nous entourent. Ensuite, donc ça, si vous êtes intéressé, c'est assez compliqué, mais vous avez ma thèse qui est en ligne sur mon site denis-defauchy.fr. Il y a le mémoire et il y a tous les calculs qui sont développés. Maintenant, on ira plus simple, après vous allez voir, et vous serez capable en quelques minutes, dizaines de minutes, de résoudre des équations différentielles tant qu'elles sont de dérivation que d'une variable. Ici, c'est un exercice que j'ai proposé sur mon site qui permet de faire la résolution de l'équation thermique sur des sphères avec une épaisseur constante. L'idée, c'est qu'on pose une sphère sur une exoplanète avec une température qui varie de 0 à 100 degrés de manière journalière. Et on veut étudier l'évolution de la température à l'intérieur de la sphère, donc il y a de la diffusion à travers l'épaisseur de la sphère. On est sur un problème sphérique, donc on peut transformer l'équation de la chaleur en une équation sphérique, et puis grâce à Euler, on peut trouver et grâce aux équations en différence, les températures à T plus dt au temps suivant, en fonction des températures actuelles, et puis d'un petit calcul qui est à faire ici matriciellement. Ensuite, ça, c'est la résolution de potentiel et champ électrique. Donc, on a notre équation qui doit être vérifiée. On crée un domaine 2D maillé avec des points et on applique des formules de calcul qui permettent de faire la résolution que vous voyez à droite, où ici, on a chargé un nuage. Bon, c'est imagé, mais on a chargé un nuage avec un potentiel électrique. On a mis un paratonnerre avec un potentiel nul et on regarde le champ électrique, c'est-à-dire en gros où est-ce que l'électricité aurait envie d'aller si jamais elle pouvait se promener. Et évidemment, on montre l'effet de pointe et le fait que le paratonnerre attire la foudre. La réaction de Bézet, vous voyez la belle simulation à droite, c'est une simulation que j'ai obtenue avec Python. La réaction de Bézet, c'est une réaction qui est à la fois une réaction, on va dire juste simplement une réaction, c'est-à-dire le fait que quand on met des composés dans un pot, j'ai plus les noms en chimie, excusez-moi, et qu'on agite pour qu'il y ait homogénéité de la solution, elle va changer de couleur au cours du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diffusion encore, simplement tout est homogène et il y a une réaction. Dans le système d'équations différentielles qui est là, avec les trois composés qui sont les concentrations de x, y, z, c'est la partie droite. Ça va traduire la réaction oscillante. Mais en plus de ça, on peut rajouter un terme de diffusion, un petit peu comme l'équation de la chaleur, comme s'il y avait de la thermique, sauf que les composés chimiques, ils se diffusent. Et en résolvant ce système d'équations, on arrive à obtenir ce qu'on peut observer en boîte de pétri, parce que ça, c'est des images réelles observées, et on peut voir l'évolution à la fois de la réaction et de la diffusion des composés et ce que ça peut donner.
Bon, c'est un sujet assez costaud, mais vous pouvez le faire, il est disponible sur mon site. Ensuite, un exemple beaucoup plus simple, c'est sur un DS que je donnais aux élèves en informatique du tronc commun, donc avant que le programme change. On a ici la résolution de l'équation de la chaleur sur un barreau 1D, c'est-à-dire sur une barre en gros. On discrétise la barre en un certain nombre de points, en n points, et on va calculer, on connaît la température initiale. Ici, j'ai imposé une température initiale du barreau à 50 degrés, et j'ai imposé une température à gauche de 0 et une température à droite de 100 degrés. Et donc la première température, c'est la température bleue que vous voyez là. Et ensuite, on simule au cours du temps l'évolution de la température dans tout le barreau grâce à cette équation différentielle et la méthode d'équation et différence. Et on obtient l'évolution de la température qui tend jusqu'à être une droite entre 0 et 100 degrés. Voilà, ensuite un petit exercice qui est similaire au précédent, mais cette fois-ci sur la propagation d'une onde. Là, on met une onde dans une corde au départ de la simulation et elle va se propager et la couleur c'est le temps, c'est-à-dire qu'on voit l'onde bleue, elle se divise en deux et elle part à droite et à gauche et elle se propage. Ensuite c'est la verte, ensuite c'est la rouge, elle est en train de se propager comme une vague jusqu'à ce qu'elle atteigne le bout, qu'elle réfléchisse et qu'elle revienne. Donc voilà une nouvelle équation qu'on peut résoudre. Bon, en fait, on peut résoudre toutes les équations différentielles. Enfin, peut-être pas toutes, il y a quelques détails, mais toutes les équations que vous voyez là, avec la dérivée temporelle et spatiale, on peut les résoudre grâce à la méthode des équations et différences. Voilà, j'en ai fini de la partie équations et différences. Maintenant, on va se concentrer sur la méthode de l'air, on va dire classique, où on n'a que de la dérivation par rapport à une variable, et je suis quasiment sûr que dans 100% des exercices que je vais vous montrer, la dérivation est temporelle. On dérive par rapport au temps. Ici, je vous ai mis des exemples qui sont ceux que je vais programmer à la fin de cette vidéo. D'une équation différentielle du premier ordre, on étudie la vitesse en chute libre d'un objet. J'ai bien dit vitesse, du coup c'est premier ordre. Si on avait étudié la position, ça serait deuxième ordre parce qu'on aurait une dérivée supplémentaire. Ici, c'est une équation différentielle du deuxième ordre. Ça sera l'évolution angulaire d'un pendule. Ensuite, on a des systèmes d'équations. À gauche, un système d'équations du premier ordre. Ça sera un système proie-prédateur avec des aliens et des humains. Et à droite, un système d'équations différentielles du deuxième ordre. Et là, ça sera de la balistique. On jette un objet et on attend de voir quand est-ce qu'il atteint le sol, en prenant en compte les frottements au carré de la vitesse. Alors maintenant, je vais vous illustrer à peu près tous les exercices que vous pouvez trouver sur mon site. Je rappelle quand même le principe donc, de la méthode Euler, qu'on a déjà abordé tout à l'heure. C'est qu'on va être capable, connaissant la dérivée à un instant et la valeur de la fonction à un instant, eh bien, de calculer la valeur suivante de la fonction. Et comme ça, connaissant la dérivée par l'équation différentielle, on va de proche en proche être capable de calculer toutes les nouvelles valeurs de la fonction connaissant la dérivée. J'ai pas besoin de parler de dérivée seconde, parce que la dérivée seconde, c'est la dérivée première d'une dérivée. Et du coup, ça sera exactement la même chose sur la dérivée seconde. On les mettra à jour on mettra à jour les dérivées par la connaissance de leur dérivée seconde si on est sur un exercice du deuxième ordre. Donc finalement, il suffit de retenir ce qu'elle a sous nos yeux pour comprendre tout ce qui va se faire dans la suite, quelles que soient les équations que l'on va résoudre. Alors là, c'est assez formel. Comment ça fonctionne au niveau mise en forme quand on fait de la méthode de l'air sur des équations, que ce soit une ou plusieurs équations du premier ou du deuxième ordre? L'idée, c'est que par exemple, sur une équation différentielle du premier ordre, on va connaître notre fonction y' de t, puisque c'est l'équation différentielle qui nous dit d de y sur dt égale, et on est capable de calculer ce qui va derrière, ce qu'on va appeler la fonction f de y et de t. On sait aussi que quand on fait une approximation de la dérivée, on peut l'écrire comme on l'a vu ici avec l'air explicite. Du coup, il va être possible de sortir de cette formule y de t plus dt, en fonction de y de t que l'on connaît, de y' de t que notre équation différentielle nous donne. Et on trouvera y de t plus dt. Et donc, le coup d'après, à y de t plus 2 dt, on connaîtra y de t plus dt, puisqu'on vient de calculer. L'équation différentielle nous donnera y' de t plus dt, et ainsi de suite. Du coup, sur le petit dessin que j'ai mis là, imaginons que je connaisse la fonction dérivée, qui représente par les flèches rouges la pente de la dérivée. Au temps 0, ma fonction vaut 0, et sa dérivée est nulle, elle est horizontale. Je prends un pas de temps constant, dt,
je calcule la nouvelle valeur en t plus dt, ici dt vaut 1 seconde, de ma fonction qui vaut 0, c'est le point violet. À cet endroit, je connais la dérivée de ma fonction, c'est la double flèche rouge pour sa pente. Je suis donc capable de prévoir à 2 secondes la solution y de 2. Je calcule la dérivée, je calcule y de 3. Et voilà comment on va recréer la fonction dont on connaît la dérivée. Mais évidemment, ça, plus le pas de temps est grand, plus ça sera faux. On en parlera tout à l'heure. Sur une équation du deuxième ordre, le principe, ça va être d'introduire un vecteur. Alors, je parlerai de vecteur ou de liste indépendamment, puisque sous Python, je traiterai des listes. On va introduire un vecteur y de t, grand Y, qui va contenir à la fois la valeur de la fonction et la valeur dérivée. Je vous rappelle que dans une équation du deuxième ordre, on connaîtra les conditions initiales, ça sera la position et la vitesse, la valeur de la fonction et sa dérivée. Donc au premier temps, y de 0, le grand y de 0 sera connu. Et donc l'idée après, c'est que notre équation différentielle du deuxième ordre, elle nous permet de connaître la valeur de y seconde ici. Donc on va introduire le vecteur dérivé de grand Y qu'on écrit y', dans lequel il va y avoir donc la dérivée de y qui est y', la dérivée de y' qui est y seconde. Eh bien, y' c'est quelque chose qui sera connu, puisqu'on connaît y et y' à tout instant, et à chaque nouvel instant, c'est ce qu'on recalcule, donc on les connaît. Et c'est y seconde qui sera, si ça paraît un peu abstrait pour vous, c'est pas grave. En programmant, vous allez voir, c'est hyper facile à comprendre. Notre équation différentielle, elle nous permettra de calculer le y seconde avec la fonction petit f que j'ai introduit ici. Et du coup, l'idée, c'est que ensuite, on va pouvoir mettre à jour notre vecteur grand Y de la même manière qu'un Euler explicite. Parce que regardez bien, grand Y, ça sera pour sa première ligne. Imaginons qu'on lise sa première ligne. Y de t plus dt, petit y, est égal à petit y actuel plus y' fois dt. Ça, c'est Euler explicite sur ce qu'on a vu avant en premier ordre. Pour la dérivée seconde, donc là, la deuxième ligne de grand Y, ça va être y' de t plus dt qui va être égal à y' de t plus dt fois sa dérivée. Et sa dérivée, c'est y seconde qui nous sera donnée par l'équation différentielle. Donc finalement, on va introduire le vecteur valeur dérivée. On va calculer le vecteur valeur dérivée, rien à faire, on l'a, valeur dérivée seconde, et on va donc pouvoir après mettre à jour grand Y grâce à la connaissance de y' par cette formule. Maintenant, on passe sur des systèmes d'équations différentielles. En fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va, par exemple ici dans le système d'équations différentielles du premier ordre avec plein de variables différentes f1, f2 et fn, on va introduire un vecteur, une liste qui contient toutes nos variables, dont on connaît la valeur initiale. On va introduire une fonction qui, grâce au système d'équations différentielles, définit grand Y', qui va être chacune des lignes de notre système d'équations différentielles. Et on va pouvoir mettre à jour exactement pareil qu'avant, toutes les valeurs de fonctions f1, f2, etc. en fonction de leur valeur actuelle et de leur dérivée fois dt. Et si vous avez compris jusque-là, dans un système d'équations différentielles du deuxième ordre, on va en plus des fonctions f1 à fn rajouter dans notre vecteur, l'ordre a peu d'importance en réalité, on va rajouter leur dérivée. Dans y, on va rajouter, donc on va mettre les valeurs de f. Je vois qu'il y a une petite erreur là, j'irai la corriger. Le vecteur grand Y, c'est f1, f1', f2, f2', fn, fn'. C'est pas les dérivés. Là, j'ai mis prime et seconde, c'est une erreur de ma part que je n'avais pas vue. Et par contre, notre vecteur grand Y', lui, ça sera la dérivée de ce vecteur et ça sera effectivement bien les fonctions f' qu'on connaît et les fonctions f seconde, exactement comme on l'a vu à la page précédente à droite ici, avec la dérivée seconde. Et on va pouvoir mettre à jour notre vecteur avec la même formule que précédemment. Du coup, Euler explicite ou ODEINT, ils vont avoir comme objectif que de réaliser cette ligne-là. Y de t plus dt égale y de t plus f de t fois dt. Il faudra que je donne à Euler explicite ou ODEINT la fonction f. Ici, c'est pareil. Il faudra que je donne à Euler explicite ou ODEINT la fonction grand f. Ici, c'est pareil. Il faudra lui donner la fonction grand fp. Ici, c'est pareil. Il faudra lui donner fp. Donc en fait, d'un problème à l'autre, vous verrez tout à l'heure, c'est extrêmement rapide. Quand on a compris comment ça marche, il suffit de changer la fonction f et hop, on a notre solution.
Alors, le problème de la méthode d'Euler, et c'était vrai aussi pour l'équation à différence, c'est qu'on a un cumul des erreurs de calcul. Je l'ai illustré sur ce dessin. Regardez par exemple, on aimerait trouver la courbe bleue comme solution de notre problème, parce que c'est la courbe, même si habituellement on ne la connaît pas, ici on considère qu'on la connaît, c'est la solution qu'on cherche. J'ai tracé les pentes avec des flèches rouges, et donc on regarde. Du premier point, 0, je calcule la dérivée qui est nulle, je trouve le point 1 qui est ici, et je commets l'erreur verte. Maintenant, on oublie cette erreur. Imaginons qu'on soit parti du point 1. On aurait voulu calculer la valeur en 2 en partant bien de la courbe là où je mets la souris. On aurait estimé la solution qui est là, entre la double flèche violette et la double flèche verte. Ça veut dire que si on n'avait pas commis d'erreur et qu'on était bien à la bonne ordonnée au point d'abscisse 1, on aurait commis l'erreur violette. Mais le problème, c'est qu'au départ, on avait déjà l'erreur verte. Du coup, à 2 secondes, on a l'erreur commise entre 1 et 2, plus l'erreur qui avait été commise entre 0 et 1. Et à 3 secondes, je ne vais pas développer, vous pouvez mettre pause et réfléchir, on va ajouter aux 2 erreurs précédentes une nouvelle erreur qui est l'erreur bleue. Et donc, notre écart entre la courbe que l'on aurait voulu obtenir, qui est la solution, et la courbe obtenue par la résolution de l'aire explicite, grandit avec le temps. Alors pas forcément, il pourrait diminuer selon la courbure de la courbe à mon avis, mais c'est pas ça la discussion, c'est de dire que plus le pas de temps va être grand, plus la solution sera fausse. Vous verrez, il y a des manières de faire pour qu'on tombe vers la bonne solution. Pardon, on tente vers la bonne solution, je vous montrerai après en programmation. Et du coup, on cumule les erreurs. Les erreurs se propagent. Alors, l'idéal, ça serait d'avoir un pas de temps extrêmement petit. Prendre 10 moins 10 secondes, par exemple. Mais le problème, c'est que simuler une seconde avec 10 moins 10 secondes de pas de temps, ça veut dire faire 10 puissance 10 points. Et le temps de calcul de l'ordinateur, alors là, sur mon ordi avec Python, quand je fais un calcul, l'ordre de grandeur du calcul, c'est 10 moins 6 secondes, une microseconde. Donc si vous faites 10 puissance 10 points, vous êtes à 10 puissance 4 secondes. C'est pas mal. Après, selon les problèmes, on est prêt à attendre. Pendant ma thèse, les simulations que je faisais, j'ai des simulations, ça prenait 2 jours. J'avais plusieurs ordinateurs qui tournaient en parallèle parce que j'avais besoin d'une solution qui soit correcte. Bon, on verra ça tout à l'heure. Maintenant, je vous montre des exemples. Une équation d'ordre 1. On fait tomber une balle. On étudie sa vitesse pas sa position, du coup c'est bien une équation d'ordre 1. Et le principe fondamental de la dynamique en translation, le théorème de la résultante dynamique, nous dit que la dérivée de la vitesse au cours du temps va s'écrire sous cette forme-là, avec un coefficient de frottement dans l'air, proportionnel au carré de la vitesse, et puis on a la gravité. Voilà, on résoudra ce problème tout à l'heure ensemble. Ensuite, plusieurs équations d'ordre 1. Tous les exemples que je vous donne ici sont des exemples que vous trouvez sur mon site. Réaction de Bézet, attracteur de Lorentz, asservissement, épidémie, proie prédateur. Vous avez donc les corrigés et des explications pour les traiter vous-même. C'est là. Ordre 1, je viens de vous montrer vitesse d'une chute. Ordre 1, système, proie prédateur, épidémie. Il y a deux méthodes, enfin il y a deux valeurs, deux modèles d'épidémie parce qu'il y en a un où on rajoute des vaccinés et puis une période de contagieux mais non contaminé encore. Enfin contaminé mais non malade. Réaction de Bézet, attracteur de Lorentz. Voilà. Tout ça, vous le trouverez. Vous pourrez aller vous amuser avec. Je ne vous l'ai pas montré sur mon site parce que pour le coup, c'est un TD que je fais spécifiquement en SI avec mes élèves, mais j'ai mis une partie TD-SI. TD-SI est la simulation d'un moteur à courant continu, asservissement. Donc là, on peut obtenir sur un asservissement d'un moteur à courant continu avec une consigne de vitesse, un correcteur proportionnel intégral dont on a intégré l'équation dans le système de 3 équations ici. Les deux premières, c'est le moteur à courant continu et le dernier, c'est l'asservissement avec le correcteur. Eh bien, on peut obtenir l'évolution du moteur. Comme le ferait un logiciel de simulation comme Scilab Xcos, on obtient la solution de l'évolution du moteur au cours du temps avec un échelon de consignes en vitesse. À droite, le système proie prédateur.
Je traiterai spécifiquement ce sujet avec vous tout à l'heure. Dérivation du nombre d'humains et d'aliens, variation des humains et des aliens en fonction du nombre d'aliens du nombre d'humains parce qu'ils se reproduisent, du nombre d'aliens parce qu'ils disparaissent parce qu'ils n'ont pas à manger et je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Et du fait que les aliens mangent les humains quand ils se rencontrent. Et le tracé du nombre d'aliens en fonction du nombre d'humains au cours du temps, qui représente quelque chose de cyclique. Alors j'ai pris aliens et humains, je trouvais ça un peu plus marrant que prendre des lapins et des renards. Mais voilà, on obtient un résultat assez intéressant. Ici, j'ai pris la réaction de BZ, donc je vous ai montré tout à l'heure, mais sans la partie diffusion, c'est-à-dire que la partie réactive. Et ça se simule extrêmement facilement. La diffusion, c'est ça qui est compliqué. La partie réaction de BZ, c'est hyper simple. Et on voit là le côté cyclique de cette réaction chimique avec les trois composés qui évoluent entre eux de manière cyclique. L'attracteur de Lorentz. On parle de météorologie avec ça, même si là c'est un sujet très simple avec 3 équations, où on montre que quelles que soient les conditions initiales déjà, où que l'on soit, on finit par être dans l'attracteur de Lorentz. C'est-à-dire que les points, ils convergent tous pour tourner sur ces deux espèces de plans là que vous voyez. Il y a une vidéo que j'ai mis en ligne pour voir une animation. Je ne l'ai pas dit et ça mérite que je le dise, dans Informatique Galerie, j'ai mis pas mal de vidéos de résultats de simulation et en particulier vous en aurez, ça va venir, sur tout ce qui est Euler. Je ne sais pas pourquoi il met autant de temps, voilà, des belles fractales, ça on le verra tout à l'heure. L'attracteur de Lorentz. On montre que quel que soit l'endroit d'où on part, regardez bien, je crois qu'on va avoir une pub, non c'est bon, finalement tout finit au même endroit. Et de manière cyclique, tout se répète. Et l'attracteur de Lorentz montre aussi que quand on part de quasiment le même point, de valeur x, y, z, à un tout petit défaut près, ça finit quand même par se séparer et se balader partout sur l'attracteur de Lorentz. Voilà. Donc allez faire un tour sur la galerie, vous verrez, il y a plein de jolies choses à voir. Donc le système d'équation différentielle qui est là se résout extrêmement facilement. Ici, c'est donc le système étude d'une épidémie avec les personnes saines, infectées, contaminées, remises, décédées, vaccinées. Et on simule ça avec des probabilités, etc. C'est des modèles simples, hein, mais c'est le début. Et on obtient les évolutions des courbes et puis on peut voir l'influence de la vaccination. Voilà des systèmes d'équations du premier ordre. Donc à chaque fois, une dérivée première. Ensuite, je parle d'une seule équation du deuxième ordre. J'ai traité 2 problèmes. Chaînette, c'est un de mes sujets de DS. Et pendule, c'est l'évolution qu'on traitera tout à l'heure de la position d'un pendule au cours du temps, avec une dérivée seconde en fonction du temps de la position qui dépend de la gravité et de frottement. L'équation de chaînette, c'est quelle est la forme que prend une corde quand elle est accrochée à 2 points. Et donc on a une équation différentielle qui est celle-ci avec une dérivée seconde. Petit détail, c'est le seul exemple, l'équation de chaînette, qui pose un peu des problèmes avec Euler parce que Euler a besoin des valeurs initiales de position et de pente à gauche par exemple pour calculer ensuite la forme de la corde avec l'équation différentielle. Or, dans tous ces problèmes de corde, par exemple un téléphérique, on connaît les points d'accroche mais on ne connaît pas la dérivée au départ. Et donc, j'ai mis en place une méthode itérative qui dit on connaît l'ordonnée en A et on va essayer toutes les pentes possibles en A jusqu'à ce que la solution en B soit à la hauteur qu'on veut. Donc c'est comme ça que je traite le sujet de DS sur l'équation de chaînette. Mais donc on a une équation d'ordre 2. Et enfin, on va parler de système d'équations d'ordre 2. Et là, je vous prends un premier exemple de balistique et c'est celui qu'on va traiter tout à l'heure. Donc c'est de la balistique 2D, on lance un objet et on veut voir sa trajectoire, sachant qu'il est soumis à des frottements qui sont au carré de la vitesse et à la gravité. Ensuite, j'ai traité 2 autres exemples balistiques un peu la même manière, mais cette fois-ci de manière vectorielle. Donc je traite le problème, les équations sont, finalement le fond des choses est le même, mais la forme est différente parce qu'on va se trimballer en permanence des vecteurs qui ont les forces sur x et y, les vitesses sur x et y, les positions sur x et y, et on va mettre à jour des vecteurs plutôt que traiter 2 équations indépendantes. Et de la même manière, j'ai fait un petit système
j'ai résolu un petit système de manière vectorielle pour le mouvement brownien, où on met une force variable aléatoire et on regarde la trajectoire d'une particule au cours du temps. Voilà, on a fait le tour des exemples simples d'une équation, de deux équations du premier et du deuxième ordre. Je vous montre encore quelques exemples de sujets traitables avec Euler que j'ai mis à disposition sur mon site, et puis après on rentrera sur la partie programmation. Alors, des sujets sympas maintenant qui donnent des jolies vidéos. Là, c'est un exercice qui est vraiment très simple à faire. Ça prend une petite heure. J'ai donné un code élève qui permet de créer des balles cette fois-ci pour que la programmation soit pas trop compliquée. J'ai fait une classe balle qui permet d'aller chercher pour chaque balle. Pour avoir sa masse, on fait balle.m. Pour avoir son accélération sur x, on fait balle.ax. Pour avoir les forces qui s'appliquent sur L sur x, alors faut-il les avoir calculées certes, mais on fait balle.fx. Ça permet d'éviter d'aller chercher dans une liste balle crochet 3 pour la force sur x, balle crochet 7 pour sa masse, etc. Et donc les équations différentielles qu'on va résoudre, elles sont là finalement. On va pouvoir dire que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération sur x et sur y. Donc ça, c'est le PFD. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Et puis, on a la dérivée de la position qui va être égale à la vitesse, ou la vitesse égale à la dérivée de la position. Et donc, finalement, on va intégrer deux fois. On va d'abord, grâce à la somme des forces, calculer les accélérations. Et grâce aux accélérations, calculer les vitesses. Grâce aux vitesses, calculer les positions. Et ça donne des jolies vidéos. Première vidéo ici, je fais partir une balle. Les autres sont immobiles. Elles ont des masses différentes. Et elles vont s'interchoquer. Voilà. Donc toutes ces vidéos sont sur mon site. Je vous partagerai cette présentation, mais en PDF. Du coup, vous n'aurez pas l'animation vidéo, mais donc vous savez où les trouver. Ensuite, ici, je me suis amusé à mettre les balles statiques. J'en ai mis beaucoup plus. Et il y en a une seule qui bouge au départ. Et c'est parti. Voilà. Ensuite, je me suis amusé à mettre la gravité vers le bas et voir comment elles se mettent les unes dans les autres. Il y a un petit peu de viscosité, mais j'ai mis des valeurs arbitraires juste pour voir comment ça bouge. Et enfin, sur la vidéo de droite, je me suis amusé à mettre une gravité qui tourne au cours du temps. Comme si la boîte tournait doucement, mais sauf que nous, on est fixé à la boîte et on voit les balles se faire tirer par la gravité. Voilà. Ensuite, ça part tout seul. On va à la page suivante. C'est un projet plus compliqué. Ça prend du temps à réaliser, mais c'est les mêmes principes que précédemment avec une troisième dimension. Sauf que pour avoir des belles vidéos, j'ai fait générer un fichier texte par Python qui permet ensuite avec le logiciel vidéo, avec un logiciel de 3D de générer des images pour une vidéo et ensuite de compiler pour faire la vidéo. Du coup, il y a un petit peu de travail. Et donc là, premier essai, je fais tomber quelques balles en 3D dans un cylindre. Il y a un petit peu de viscosité. Elles s'entrechoquent, elles touchent le sol et le cylindre sur le bord et elles finissent par s'arrêter. Ici, j'ai empilé 400 balles, donc il y a pas mal de calculs derrière parce que pour chaque balle, il faut calculer les forces des 399 autres et ce à chaque pas de temps. Et j'empile 400 balles dans le cylindre. Et j'ai mis beaucoup de viscosité, du coup ça tombe très doucement. Du coup, à chaque fois, dans ces problèmes-là de mécanique avec des balles, c'est les mêmes équations. Hein. Somme des forces égale masse fois l'accélération, résolu en 3D. Et donc, des sommes des forces, on trouve les accélérations. Des accélérations, on trouve les vitesses par Euler explicite. Et des vitesses, on trouve les positions par Euler explicite. Oui, il y a une viscosité vraiment très très forte. On va peut-être pas attendre qu'elle soit toute tombée. On va regarder à droite. Et là, j'ai mis la gravité au centre. Du coup, elles sont toutes attirées au centre. Bon, vous imaginez bien tout ce qu'on peut aller simuler après.
Voilà, on va passer à la page suivante même si c'est pas fini. Hop. Maintenant, je vous présente une simulation de stick slip. C'est un sujet qui se fait en une petite heure. Moi, j'ai donné tous les outils graphiques parce que là, il y a du travail derrière. Le principe du stick slip, c'est le crissement. Là, on peut mettre en évidence le stick slip en imaginant qu'on a un tapis roulant qui tourne à vitesse constante, le tapis bleu. On y dépose une masse sur le tapis et on accroche cette masse à un ressort avec le bâti et un amortisseur. Et on regarde ce qui se passe au cours du temps. Donc la masse va être tirée parce qu'elle va adhérer avec le tapis jusqu'au moment où elle va glisser, elle va revenir en arrière parce qu'elle est tirée. On résout le principe fondamental de la dynamique somme des forces égale Emma en 1D, ce qui nous permet de trouver vitesse et position. Et les forces évoluent avec le ressort, l'amortisseur et le coefficient d'adhérence ou frottement qui change en fonction de je suis en adhérence, le coefficient est plus grand que si je suis en frottement. Du coup, je trace, mais là je ne vais pas l'expliquer à l'oral, je trace ensuite l'évolution de la position, de la vitesse relative et des forces au contact au cours du temps. Et on voit notre masse qui va avancer sur le tapis roulant. Puis tant qu'elle adhère, puis après, hop, elle va partir à gauche et elle va revenir adhérer et elle va repartir. Et ça s'appelle le stick slip. C'est parti. On voit les forces qui grandissent, la force de rappel du ressort en vert, la force au contact en bleu. Au moment où ça va glisser, la force de contact en bleu va diminuer à cause d'une diminution du coefficient d'adhérence qui passe en coefficient de frottement. On résout le PFD jusqu'au moment où la vitesse relative avec le plateau est identique et ça réadhère et c'est reparti. Vous avez l'équation différentielle du mouvement qui est écrite en dessous. Ensuite, système masse-ressort-amortisseur. Ça, c'est marrant à faire, un système d'équation différentielle du deuxième ordre. On met n masse-ressort-amortisseurs les uns derrière les autres. Là, j'en ai dessiné que 2. Et on étudie la position de chaque ressort, de chaque masse au cours du temps. Donc, on a un système qui ressemble à ça. L'accélération, c'est la somme des forces qui s'appliquent sur chaque masse divisée par sa masse. Sachant que les forces, c'est le ressort de gauche, le ressort de droite, l'amortisseur de gauche, l'amortisseur de droite pour chacun des ressorts. Ensuite, je m'amuse à étendre le premier ressort, donc je lui mets une petite élongation. Donc en gros, je prends la dernière masse, je la décale un petit peu en tenant l'avant-dernière, puis je lâche tout. Et je vois l'évolution ici de la position de chaque masse. Donc là, en ordonnée, c'est la position des masses. La dernière est étirée, je la lâche, elle recule, elle entraîne celle d'en dessous et finalement elle fait tout bouger. Et on voit qu'à partir d'à peu près 3 secondes, c'est la première masse qui commence à bouger. Ici, j'ai tracé l'élongation de chacun des ressorts au cours du temps. Donc c'est sa longueur, moi sa longueur initiale. Ce qui fait que tous les ressorts, sauf le premier, sont à une position d'équilibre au départ, ils ne sont pas allongés. Puis petit à petit, ils vont s'allonger. Et je me suis même amusé à faire plus, mais ça c'est vraiment juste l'anecdote. C'est que j'en ai fait une musique. J'ai associé à chaque masse une note de musique et à chacune de ces élongations une amplitude de son. Et vous allez pouvoir écouter le chant des ressorts. J'espère que ça va marcher. Voilà. Vous trouverez cette vidéo sur mon site aussi dans la page galerie. Ne me demandez pas à quoi sert la musique, elle sert à rien. Si ce n'est de l'art avec l'air. Ensuite, un petit problème de poussée d'Archimède. Alors, petit problème, en réalité, il y a beaucoup de calculs derrière tout ça. Le principe, c'est que on définit les contours d'un bateau qui est considéré de longueur infinie, où on peut lui mettre par exemple 1 mètre de longueur, mais en tout cas, il a une forme constante. Il est dans l'eau. Il est soumis à la poussée d'Archimède et on fait les calculs de la force de la poussée d'Archimède en fonction de la profondeur, puisque la pression évolue en fonction de la profondeur, sur chacun des segments immergés. Et pour les segments qui sont à moitié immergés, à moitié dans l'air, on fait le calcul justement bien précisément de la partie immergée. Et on calcule donc la somme de toutes les actions mécaniques qui s'appliquent sur la coque dans l'eau. Alors,
j'ai fait en sorte que la pression de l'air et la pression de l'eau soient pris en compte, hein, mais en réalité, il suffit donc de négliger la pression de l'air, de ne prendre qu'une pression de l'eau qui est nulle à la surface et qui évolue avec la profondeur, en ρGz pour ceux qui font de la statique des fluides. Et après, ce que je fais, c'est qu'au centre de gravité, j'ai des méthodes numériques qui me permettent de calculer automatiquement le centre de gravité d'une surface définie par un contour et son inertie autour d'un point. Du coup, je connais le centre de gravité et l'inertie en G de mon bateau. Je suis capable de calculer la somme de toutes les forces autour du bateau et la somme des moments en G de toutes ces forces qui s'appliquent sur le bateau. Du coup, j'ai mon système d'équations différentielles d'ordre 2 qui va me permettre de dire que la somme des forces sur x et y est égale à la masse fois l'accélération. Et en plus, la somme des moments en G est égale à j fois θ point point, que je traduis sous forme d'équation différentielle pour Euler. À droite, je trace l'évolution de l'angle d'inclinaison du bateau au cours du temps et l'évolution de sa position au cours du temps, sachant qu'à partir de 10 secondes, je vais mettre une houle et donc la ligne bleue va monter et descendre. C'est parti. Donc là, il va tenter de se stabiliser. J'ai mis un petit coefficient de frottement fluide pour qu'il arrête de tourner au bout d'un certain temps. Et c'est parti, la houle. Et donc là, au coefficient près qu'il faudrait connaître, c'est exactement ce qui se passerait si ce bateau était mis dans l'eau. Voilà. J'ai donc fini la présentation de tous les exercices que vous pouvez faire. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais là, ça fait déjà bien le tour de tout ce qu'on peut imaginer de faire, que ce soit pour des systèmes d'équations ou des équations du premier et du deuxième ordre, que ce soit avec des Laplaciens, des dérivations première ou deuxième sur l'espace, etc., avec la méthode des équations différentes. Donc, la première partie de cette vidéo est terminée. Maintenant, l'objectif de cette deuxième partie, ça va être de coder en Python. Eh bien, ces 4 systèmes d'équations que vous avez sous les yeux. Donc j'ai préparé 4 pages qui permettent d'avoir toutes les données qui sont dans mes TD et toutes les données nécessaires et suffisantes pour faire la programmation. Donc on va faire la chute libre, le système proie prédateur, le pendule et la balistique. J'ai pas la certitude de ne pas faire une petite faute dans le code tout à l'heure, donc je vais faire une petite pause sur cette vidéo-là. Ça va me permettre aussi d'aller prendre l'air 2 minutes. Je vais mettre pause et je reviens pour la suite tout de suite. C'est donc maintenant parti pour la mise en place de la résolution avec Python. Alors, on gardera ces pages à côté de nous de manière à pouvoir avoir les différents exercices sous nos yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les documents PDF, le document PDF de cette présentation. Je n'ai pas la certitude d'avoir la dernière version, je vais tout de suite l'enregistrer en PDF. Hop. Et je vais aller le chercher. Simulation, dérivation LR, vidéo, hop, enregistré. Et le voici. Allez. Voilà, on va se mettre ça à droite. Pour l'instant, je mets rien à gauche. Je descends sur l'exercice. On va traiter le premier exercice simple d'une seule équation différentielle du premier ordre. On va faire ça avec Piso. Alors, il est possible que parmi vous, certains regardent la vidéo alors qu'ils ne font pas d'informatique et qu'ils aient envie de résoudre des équations différentielles. Donc, je vous recommande d'installer Piso. Pour ça, vous allez dans Informatique Console. Alors, vous avez la possibilité de tout coder ici. Votre résolution de l'air, vous pouvez la coder directement ici. Moi, j'ai un code qui est préétabli parce qu'il est en cache de mon navigateur. Mais je pourrais travailler ici. Mais j'ai envie de pouvoir tout vous afficher directement sur la partie gauche de mon écran. Donc, je ne vais pas le faire là. J'ai expliqué comment installer Piso. Ici, si tu veux coder avec un logiciel, je te recommande Piso plus Python. Et j'ai expliqué tous les détails pour que vous puissiez être capable de coder exactement comme je vais le faire. Donc, sachez que vous êtes à 5 minutes de la possibilité de coder. On va lancer Piso. Il est là. Il est là. Je le mets à gauche. Voilà. Hop, CTRL-. On va changer un tout petit peu la dimension, si ça veut bien le faire. Ouais. Je regarde si ça se voit bien sur la vidéo, parce que vous voyez ce que j'écris. C'est peut-être un peu petit. CTRL+. Ok.
Voilà, donc après avoir fait l'installation, vous êtes normalement prêt à coder. Ici, on a un fichier temporaire que je vais enregistrer sur le bureau. Alors, bureau, il est là. Et puis, je vais faire 1. Je vous mettrai a priori à disposition les 4 codes qu'on va faire ensemble sur mon site à côté de cette vidéo, comme ça vous pourrez les reprendre. J'espère qu'il n'y aura pas de petites coquilles dedans, ça arrive, s'il y en a, je ferai en sorte que vous le sachiez, soit par les commentaires de cette vidéo, soit peut-être dans le code que je changerai et je mettrai une petite remarque pour vous dire attention par rapport à la vidéo, j'ai changé ça. Voilà, donc 1. D'abord, vous allez voir, on va mettre des outils dans cet exercice 1, donc il va être un peu plus long que les autres à faire. Et quand l'exercice 1 sera fini, il nous faudra à peu près 2 minutes pour chacun des 3 autres exercices. Donc finalement, il faut bien comprendre l'exercice 1, parce qu'après, il suffira de changer la fonction f dont on a parlé tout à l'heure, qui permet de changer de l'équation différentielle. Donc, je vais faire quelques imports. Déjà, je sais que je vais vouloir faire une fonction qui trace des courbes. Ça, c'est la première étape. Donc là, je vais mettre un petit commentaire. Hop, résolution d'une équation différentielle du premier ordre. Et c'est donc la chute libre, vitesse limite en chute libre, parce qu'on étudie la vitesse. Limite en chute libre. Voilà. Je vais faire quelques imports. Déjà ici, donc là je vais noter les imports. On va importer matplotlib pour faire les courbes. Import matplotlib.pyplot as plt. Je vérifie, alt entrée, j'ai pas fait d'erreur, c'est bien importé. Un truc que vous ne penserez pas à faire, mais que je fais toujours dès que j'importe matplotlib, plt.closall. Ce qui va nous permettre à chaque fois qu'on fait F5, de faire en sorte qu'il ferme toutes les éventuelles fenêtres qu'il avait ouvertes. Parce que sinon, parfois, il ne met pas à jour et vous ne voyez pas la nouvelle courbe. Et moi, je le vois avec les élèves, on perd beaucoup de temps à ne pas comprendre pourquoi la modification qu'on a fait à gauche n'a pas changé la courbe. Du coup, les élèves retouchent au code à gauche alors qu'il était bon et ils ne s'en sont pas rendus compte. plt.closall, important. Ensuite, je vais faire une petite fonction affichage. Donc, def majuscule. J'ai un peu l'habitude de mettre des majuscules, ça n'a pas beaucoup d'importance. Def affiche. Je lui donnerai un numéro de figure pour maîtriser les figures sur lesquelles j'affiche. Et je vais lui donner la liste LX des abscisses et LY des ordonnées et une éventuelle légende parce que ça m'intéressera tout à l'heure, vous verrez. plt.plot, il va afficher les abscisses LX sans majuscule LY et label égale leg, ça c'est pour qu'il prenne la légende. Et leg, ça sera une chaîne de caractères que je lui préciserai. Pour qu'il affiche la légende, il faut que je lui dise plt.légende. Pour qu'il affiche la courbe, il faut que je lui dise plt.show. Et un petit détail que vous ne penserez pas à mettre en général, un petit plt.pause, parce que ça me permettra sur des simulations avec 1 million de points et qui durent quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, d'avoir quand même la courbe qui s'affiche, sinon il y a une fenêtre blanche et elle ne s'affiche que quand il a fini ses calculs. Donc ça, c'est des petits détails. Voilà, ma fonction affiche devrait marcher. Je peux au moins vérifier que je n'ai pas d'erreur de syntaxe en faisant F5. Je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe. Maintenant, on va passer sur la partie Euler explicite. Et après, on passera sur la partie fonction, qui est ce que nous modifierons d'un problème à l'autre. Fonction spécifique au problème traité. Là, je vais faire de l'Euler explicite et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment on peut faire autrement, c'est-à-dire utiliser un module de Python ODEANT. Hop, on le mettra tout à l'heure. Euler explicite, c'est la fonction qui, à partir des conditions initiales, va être capable de faire des itérations pour calculer chaque nouvelle valeur de notre vecteur grand Y qui, d'un problème à l'autre, sera soit la vitesse, soit l'ensemble du nombre d'humains et d'aliens, soit la position et la dérivée de notre pendule, soit, dans le cadre de la balistique, la position et la dérivée sur X et Y de notre problème. Et à partir de notre fonction spécifique au problème qui est capable de renvoyer la dérivée de ce vecteur y, nous pourrons mettre à jour y de manière itérative. Voilà à quoi sert cette fonction Euler explicite. Dans mon résumé, je ne vous l'ai pas montré, mais je vais quand même l'ouvrir. Quand vous allez dans informatique, simulation, Newton, dérivée et Euler, dans le résumé, bon, le cours explique mieux les choses, mais le résumé permet de voir un peu tout ce que je vous ai montré.
Ici, la dérivation numérique premier, deuxième ordre. Les traitements des problèmes premier, deuxième ordre avec un système ou sans système d'équation. Je vous rappelle qu'il y a une faute que je vais corriger ici, hein, avec les primes et les secondes. Ce que c'est que la fonction LR explicite qu'on va coder ensemble, les problèmes de la résolution de LR explicite avec les erreurs qui se propagent. Comment on va coder, c'est finalement le résumé de ce que je vais faire avec vous tout de suite. Et puis après, un petit discours sur les équations de différence pour voir comment on traite les conditions initiales en particulier, et je vous l'ai expliqué dans le début de cette vidéo. Voilà. Donc, je vais faire ma fonction def LR explicite, et je vais devoir lui mettre des arguments, mais on va y réfléchir ensemble. LR explicite va me créer une liste de temps, une liste de vecteurs grand Y, le vecteur grand Y dont on a parlé plein de fois maintenant, qui contiendra soit une, soit plusieurs choses. Et à la fin, je veux qu'il me retourne la liste des temps et la liste grand Y. Moi, je prépare toujours les choses comme ça. Petit à petit, avec les vidéos que je ferai, vous verrez, j'aime bien préparer parce que comme ça, l'avantage, c'est quand on exécute, même s'il ne fait pas encore le bon travail, on voit où on fait des erreurs et on les corrige d'un coup. Alors que sinon, on écrit tout, puis à la fin, il y a des erreurs à peu près partout, parce que c'est souvent comme ça en informatique, et c'est long de remonter à chaque chose. L'avantage, c'est que là, chaque fois que je réfléchis à quelque chose, si ça ne marche pas, c'est à cette chose que j'ai fraîchement dans la tête que je vais pouvoir réfléchir pour améliorer les choses. Je sais que je récupérerai LT et LY en appelant ma fonction LR explicite. Et donc, d'un problème à l'autre, ici, j'ai un commentaire. Ça, là, c'est la fonction LR explicite, certes, mais ici, ça sera résolution avec condition initiale. Et donc ma fonction spécifique au problème, finalement, je la mettrai avant LR explicite. On en parlera tout à l'heure. Parce que quand j'appellerai LR explicite, il aura besoin de connaître cette fonction. Bon, pour l'instant, j'ai rien fait. Il me renvoie deux listes vides et je peux même aller m'amuser à les afficher. Je vais lui dire affiche sur la figure 1. En abscisse, tu mets le temps. En ordonnée, tu mets grand LY. Pour l'instant, ça ne sera qu'une liste de valeurs, mais plus tard, ça sera des listes de listes, on verra. Et une légende. Pour l'instant, je vais mettre un DT, et on devra choisir un DT tout à l'heure. DT égale 0,01. On en parlera plus tard. Du coup, normalement, si j'exécute ça, il se passe quelque chose, mais il affiche rien. Il fait une courbe, il bug pas, il affiche rien. Tout est prêt. C'est parfait. Bon, bah maintenant, on va discuter du remplissage de la fonction LR explicite. Il va falloir simuler entre deux temps. Parfois, on ne sait pas le temps final. Vous allez voir, là, je vais vous proposer quelque chose où c'est nous qui allons essayer un petit peu différents temps pour voir combien de temps il faut simuler. Souvent, on ne sait pas le temps. Je vous l'illustrerai à la fin de cette vidéo sur le problème de balistique. En balistique, ça peut nous intéresser de jeter un objet vers le haut et quand il arrive au sol, c'est ça qui nous intéresse. Du coup, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver au sol. Donc on met un while, normalement dans un LR explicite, et on étudie une des grandeurs résolues par le problème, tant que la température est inférieure à 100 degrés, tant que la balle n'est pas tombée au sol, etc. Du coup, je vais mettre un while ici aussi, mais sauf que moi, je vais le faire sur des temps, et je pourrais créer une liste de temps à l'avance. Dans ce cas-là, un for serait parfaitement suffisant. Mais comprenez pourquoi je préfère le while, c'est parce que derrière tout ça, il y a une notion de on est censé attendre qu'un phénomène ait atteint un gemme stationnaire, une valeur, et donc on va souvent utiliser l'air explicite avec un while. Je vais lui dire tant que mon temps est inférieur à un temps de fin. 2 points. Et en général, on veut aller jusqu'au temps fin, je vais mettre inférieur ou égal. Vous voyez que je fais apparaître deux variables, un temps qui devra être initialisé à un temps 0 et un temps fin. Donc dans LR explicite, je lui préciserai le temps 0 et le temps fin. Je lui préciserai ici le temps 0 et le temps fin. On pourrait les mettre en variable globale, c'est-à-dire pas les mettre en argument, mais on veut pouvoir utiliser LR explicite sur différents temps, différentes simulations. Temps 0, on partira tout le temps de 0 secondes. Temps fin, ça sera à choisir en fonction du problème. Du coup, je vais mettre des dièses pour penser que c'est les choses qu'il faut que je modifie dans la suite. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra que je modifie. Il faudra que je choisisse le bon pas de temps pour converger. Ensuite, chaque problème aura sa fonction qui calcule la dérivée de grand Y, qui renverra Y'. Def, grand F, de Y et de T. Alors je préfère mettre un grand Y,
Ça a deux intérêts. J'ai déjà fait cette vidéo une première fois hier, mais je la trouvais pas assez bien. Puis j'avais pas fait tout le contexte de départ. Et j'ai noté des petits y. Le problème, c'est qu'après, quand on est en balistique avec des abscisses et des ordonnées x et y en petit, ça devient un petit peu le bazar. Donc on va bien utiliser grand Y, qui est la notation qu'on utilise dans le cours. Je vous la remontre. C'était un petit peu après ça. Vous voyez, à chaque fois, à part le problème d'une seule équation où il y a un petit y, après ça devient un vecteur grand Y. Ici, c'est grand Y' et grand Y. Ici, c'est grand Y'. Ici, c'est grand Y'. Du coup, on fera pareil. Vous entendrez un petit peu de domotique de temps en temps, c'est normal. Cette fonction, elle renverra quelque chose. Je mets 0 pour l'instant. Elle sert à rien, il faudra la coder. Et chaque ELR explicite devra utiliser la fonction grand F pour résoudre un problème différent. Du coup, je vais lui mettre un argument, ma fonction grand F. Est-ce que je mets grand F? Je vais mettre petit f. De toute façon, ce qu'il faut, c'est que quand j'appelle la fonction, je lui dise qu'il doit prendre grand F, la fonction qu'elle a. Ça n'a pas trop d'importance. Du coup, cette fonction, quand je l'appelle sur un grand Y, elle permettra de calculer ce que le système d'équations différentielles doit renvoyer. Bon, ça c'est prêt. Je vais devoir donner un vecteur de départ, y0. Quand y0, pour l'instant, ce n'est pas un vecteur, c'est juste une valeur, puisqu'on est sur un problème du premier ordre, sans système d'équations. Par la suite, ça deviendra une liste. Petite anecdote, on pourrait tout mettre en liste dès maintenant, traîner une valeur seule dans une liste et ELR explicite serait prête à fonctionner quels que soient les problèmes. Je ne vais pas le faire, parce que habituellement quand on traite un problème avec une équation d'ordre 1, on ne s'embête pas à ça. Mais voilà, c'est bon de le savoir si on avait envie que l'ELR explicite fonctionne pour tout. Du coup, pour l'instant, ma valeur y0, c'est la vitesse. Grand Y0, c'est la valeur initiale ici, la vitesse 0 mètres secondes. Donc on va partir de 0 mètres secondes. Il va falloir que je crée mon grand Y0, qui va être la valeur de départ, Y0. Du coup ici, je vais préciser Y0 en argument. Et ça, il faut que je fasse attention, c'est un grand Y0. Le double-clic, c'est vachement bien pour vérifier ce qu'on utilise. Ok. Alors, je ne vais pas l'appeler grand Y0, je vais l'appeler grand Y. Parce que c'est ce qu'on va mettre à jour au cours du temps. Dans ma boucle while, j'aurai une mise à jour du temps à faire. Petit détail important, il faudra la mettre à jour à la fin de la boucle, je vous en reparle après. J'ai deux manières de mettre à jour le temps. Soit je fais t plus égal dt, c'est-à-dire que j'augmente le temps d'une valeur dt. Ah, on voit que je dois lui préciser un pas de temps. ELR explicite, je vais lui préciser un pas de temps. Et si je dis pas de bêtises, je l'ai déjà défini ici. Je peux mettre à jour le temps en faisant t plus égal dt. Je peux aussi mettre à jour le temps d'une autre manière. I égale 0. Et là, je peux dire que t est égal à t0 plus i fois dt. Et par contre, il va donc falloir que j'augmente i. I plus égal 1 avant, de manière à ce que ça soit bien t0 plus dt au premier passage dans le while. Eh bien, il y a une grosse différence entre les deux. Quand on est juste en train d'essayer de faire des courbes pour voir si elles sont à peu près belles et voir les choses de loin, tout va bien, le t plus égal dt, ça marche. Mais par contre, ça cumule des erreurs d'arrondi selon les valeurs de dt parce qu'ils ne sont pas forcément codables en virgule flottante dans nos ordinateurs. C'est un cours sur les nombres que vous avez à disposition dans la partie ITC1 de mon site. Et donc, prendre t plus égal dt, ça peut parfois poser des problèmes. Dans ma thèse, par exemple, je faisais des simulations thermiques en parallèle de simulations hydrauliques. Le pas de temps hydraulique pouvait être grand, du coup on le prend le plus grand possible tout en assurant convergence des solutions. Et le pas de temps thermique devait être très petit. Et donc pendant une simulation de pas de temps hydraulique, je devais faire plein de simulations thermiques. Et à la fin, il fallait que le temps thermique soit égal au temps hydraulique. Et si on fait plus égal dt, j'avais un décalage entre le pas de temps thermique et le pas de temps hydraulique et la somme de tous les petits pas de temps thermiques à cause de ce genre d'erreur d'arrondi. Donc moi, je préfère faire i égale 0, i plus égale 1 et mettre à jour le temps de cette manière. Alors maintenant, je vous explique pourquoi je le mets à la fin de la boucle while. C'est que quand on fait de l'ELR explicite, on calcule les dérivées au temps t pour trouver la valeur y de t plus dt.
Donc je vais devoir calculer la dérivée avant de mettre à jour le temps. Là, je vais rentrer, le temps vaudra t0. Je vais calculer la dérivée à t0, puis mettre le temps à jour. Voilà, c'est un petit détail important. Au passage, je vois que j'ai oublié de stocker dans LT le temps t0 et dans LY la valeur de la vitesse initiale. Bon. Ce qui nous permettra ensuite, ayant mis à jour le temps, on réfléchit bien où est-ce qu'on va compléter nos listes LT et LY, puisqu'il faudra leur ajouter quelque chose. .append, .append. Le temps. On aura calculé la nouvelle valeur connaissant la dérivée au temps t, mais ça sera donc la valeur au temps t plus dt. Donc il faut augmenter LT après avoir mis à jour le temps, puisque la valeur que l'on aura trouvée de y sera celle du temps t plus dt. Donc ici, je vais mettre mon grand y qui aura été mis à jour. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Et le temps t qui a été mis à jour. Je prends un petit peu de temps parce que je ne peux pas revenir en arrière sur les vidéos et je ne veux pas faire d'erreur. En tout cas, je ne veux pas faire d'erreurs qui font que le code fonctionne quand même, mais que dans le fond, ça soit faux. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est mettre à jour la valeur de y avec Euler explicite. Donc, je vais déjà calculer y'. J'appelle ça yp. Y', ça sera ma fonction que je vais créer ici, qui va me renvoyer la dérivée k sur m v carré moins g. Y', ça sera donc grand F. Faut que je fasse attention, j'ai mis un petit f ici. Bon, allez, je ne vais pas chipoter, je vais mettre grand F là. De toute façon, je fais bien attention à ce qu'il y ait du grand F partout. Du coup, il n'y a pas d'erreur. Grand F de Y et T. Qu'est-ce que ça aurait comme intérêt de mettre un petit f? C'est d'être sûr que quand on va définir des fonctions à l'extérieur, on ait bien appel dans l'air explicite de la fonction qu'on écrit là. Tout à l'heure, ça s'appellera F1, F2, F3, F4. Je peux mettre F1 parce que ça sera le premier problème. Du coup, là, je peux mettre grand F parce que finalement, il y a un nom différent de celui-là et je suis sûr que ça va appeler la bonne fonction, sinon il y aurait un bug. Je vais donc appeler ici la fonction grand F qui sera la fonction mise en argument de l'air explicite et dans mon exemple que je suis en train de traiter avec vous, ça sera donc F1. Au passage, je vois que la vidéo est assez grande et que je veux de la place. Je vais un petit peu réduire la taille du texte. Ça devrait suffire. Allez, je fais un compromis un tout petit peu plus grand. Donc, j'obtiens la dérivée de mon vecteur y qui pour l'instant n'est que la dérivée de la vitesse. Et je vais pouvoir mettre à jour y en disant que y de t plus dt, qui sera ce y là, est égal à y de t. Notez que le y de t ne dit pas qu'y est une fonction du temps. On ne met surtout pas de parenthèse y de t, ça n'a aucun sens. Y a un temps donné, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas directement une fonction du temps. Ça va me permettre de vous faire une petite parenthèse sur la notion de petit t ici qui ne sera pas utilisée. Et justement, pour y penser après, t non utile, point d'interrogation, comme ça je vous en parlerai. Donc la nouvelle valeur de y qui sera en t plus dt est égale à la valeur actuelle de y plus grand yp fois dt. Et pour l'instant, tout va bien, parce que yp n'est pas une liste. Yp est un nombre. Je discuterai tout à l'heure de la notion de liste et si j'y pense à la toute fin de la notion d'array. Fichier nouveau, 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 nouveau. Celui-là, je vais l'enregistrer sous la forme array, comme ça je suis sûr que j'y penserai. Il faudrait que je me mette sur le bureau. Array. Et puis les autres, ça sera 2, 3, 4, et ça j'y penserai. J'enregistre. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. Enfin, ça c'est facile à dire, mais je pense que j'en ai pas fait. Au moins sur la forme, je peux faire F5 et voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, il va renvoyer 0. Ok. Il se passe quelque chose, c'est déjà ça. Je vois une erreur. Je ne comprenais pas pourquoi c'était les abscisses, je m'attendais à avoir une courbe horizontale. Vous avez dû le voir tout à l'heure, moi non. J'aurais dû stocker dans LT petit t et dans LY grand Y F5. Et j'obtiens une courbe horizontale à la valeur de 0, ce qui est tout à fait normal pour l'instant puisque ma fonction F1 renvoie 0. Tout est prêt pour faire la simulation de l'air explicite de cette équation différentielle. Reste-t-il évidemment à la programmer. Donc, je sais que grand Y pour l'instant c'est un nombre. Du coup, je n'ai pas à m'embêter. J'ai un nombre, je peux en faire quelque chose. Donc je vais calculer y', c'est-à-dire v', puisque y c'est une vitesse, ça sera donc l'accélération.
Ça va être égal à K sur M, je sais, je ne les ai pas encore définis, fois grand Y au carré, moins G. Je vous recommande de définir vos constantes dans vos fonctions f1, f2, f3, f4 et pas en dehors, puisqu'elles sont spécifiques au problème que vous traitez. J'ai besoin de M, de G, de K, et c'est tout. Et je les ai donnés dans le sujet à droite. M c'est 0,1, G c'est 9,81 et K c'est 0,001. Normalement, j'ai juste à faire F5 et j'obtiens ma simulation. Je vais juste discuter de la petite remarque ici. Remarquez que t n'est pas utile. Comme je vous le disais tout à l'heure, les fonctions y de t, y' de t, θ de t, c'est des fonctions du temps, mais ce n'est pas des fonctions spécifiquement utilisant le temps. Pas trop comment dire autrement les choses. Mais en gros, vous remarquerez que là-dedans, il n'y a rien qui utilise le temps. On utiliserait le temps si par exemple on se disait qu'on voulait faire tourner la gravité de manière constante. Et on pourrait mettre un cos t fois cos t, la gravité fois cos t. Ça pourrait faire tourner une gravité. Là, il y a une vraie fonction du temps et le temps est utile. Quand il n'y a pas de fonction du temps, le temps est inutile. Et pourtant, quand vous utiliserez OD int, il y en aura besoin. Je pourrais très bien définir f1 de y et ici mettre yp égale f de y. Je pourrais. Ça marcherait. Mais je vais le laisser parce que tout à l'heure, quand on utilisera OD int, on verra que notre fonction f1 qui a besoin de y et du temps sera faite et pourra fonctionner. Voilà le petit détail de la notion de temps. Même si dans 4 exercices que je vais traiter avec vous, à aucun moment le temps ne sera utile. Ce qui fait d'ailleurs que si vous augmentez le temps avant de calculer la dérivée, en réalité dans cet exercice-là, ça ne changera rien. Sinon, il y a des notions de l'air implicite, je ne veux pas rentrer dans les détails. Bon, maintenant il y a le suspense. Est-ce que ça marche? Je fais F5 et ça ne marche pas. On va trouver. LT, LY. Déjà, j'aurais plutôt préféré mettre un L grand Y, mais c'est un détail. Ensuite, je vais vérifier 2-3 petites choses. Est-ce que j'ai bien stocké le grand Y mis à jour? Oui. Qu'est-ce que ça donne si je fais LY? Je pense que ça va donner 0. Ah oui, mais parce que je l'ai créé en petit y. Tout est nul. F5, ça ne change rien. Bon, vous avez peut-être vu l'erreur, vous. Mais je vais bien la trouver. Return, bah oui, évidemment. Dans F1, j'ai laissé return 0 parce que je l'avais préparé. Et j'ai oublié de dire return YP. Et voilà la courbe d'évolution de la vitesse de notre balle au cours du temps. Elle tend vers une valeur constante. Dans les à peu près, vous regardez en haut à droite de ma figure, là, vous voyez, ça bouge en haut à droite quand je bouge la souris. Elle tend à peu près vers une ordonnée de moins 31 mètres par seconde. Moins parce qu'on va vers le bas. Z est orienté vers le haut, c'est tout à fait normal. Bon, alors on est content, hein, on a eu la courbe. Maintenant, le problème, c'est de savoir si ça converge. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on cumule les erreurs. Chaque point de résolution a ajouté une petite erreur à la résolution. Et là, combien on a de points? C'est facile à savoir. Si je recalcule le nombre de points, ça va être le temps fin moins le temps début divisé par dt. J'exécute uniquement cette ligne avec Alt entrée, je regarde le nombre de points. J'ai fait 1000 points de simulation. Alors mon idée maintenant, c'est d'étudier la convergence pour savoir si je peux croire en mes courbes. Vous allez voir, je vais faire ça de manière assez qualitative. Après, on pourrait très bien se mettre un critère sur l'évolution entre deux simulations de la valeur de la vitesse ou tracer la valeur de convergence de la vitesse en fonction du nombre de points et de voir qu'elle tend vers une constante. Et c'est cette constante-là dont on pourrait, que l'on pourrait croire. Par exemple, on trouvera moins 31, moins 30,5, moins 30,4, moins 30,39. Bon, on a compris que c'est moins 30,39 ou 38. Là, je ne veux pas aller dans ces détails-là. Le but, c'est de savoir faire de l'ELAIR. Après, ça sera à vous d'aller mettre un petit peu d'intelligence pour être sûr que vos solutions elles sont bonnes et qu'elles répondent à un cahier des charges ou à des critères. En attendant, je vais vous montrer justement comment on fait pour savoir si ça converge. On va justement... Alors, on va faire un truc sympa. On va tracer plusieurs courbes en fonction de différents dt. Je vais faire une liste des dt de simulation. Puis je vais mettre 0,1, 0,01, 0,001, 0,001, et puis j'en fais encore un. 1, 2, 3, 4, 1. Allez, on va aller jusqu'à 100 000. Je pense que je suis bon. Hop, tac, j'ai un tout petit doute et ça va être vite levé.
1, 2, 3, je vais jusqu'à 1 million de points. Oui, c'est ça, jusqu'à 1 million de points. À un détail près, il y a 1 million, 1 point, parce que quand on a un nombre d'intervalles, on a un point de plus à la fin. C'est un détail. Et ce que je veux faire, c'est tracer la courbe de résolution de l'aire explicite pour chacun de ces exemples. Du coup, je vais faire une petite boucle, for dt in LDT. Pour chaque dt dans la liste dt, il va faire une résolution de l'aire explicite avec des conditions qui ne vont pas changer, et il va afficher sur la courbe 1 la solution. C'est parti. Il est en train de calculer 10-5. J'ai peut-être été un peu gourmand sur le 10-6, on va voir. Vous voyez, si j'avais pas mis le plt.pose, là, il n'y aurait rien d'affiché. C'est-à-dire que je serais impatient de savoir ce qui s'est passé. Et ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est qu'il n'y a pas une grande évolution en fonction des pas de temps. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'on peut se permettre de traiter la simulation qu'on est en train de faire avec un petit pas de temps. Quand on zoome, on voit que pour dt égale 0,1, ça veut dire 10 points de simulation, on est sur la bleue. On divise par 10, dt, on est sur la orange, puis ça devient quasiment invisible. Et si on zoome, on va évidemment voir des différences. Mais pas beaucoup, quoi. Et donc après, c'est un critère à fixer sur les différences de ces courbes. Mais allez, vu de loin, si je veux juste vous montrer une allure, je vois bien que la bleue n'est pas la bonne, mais qu'à partir de la orange, tout va bien. Et je pourrais me baser sur cette courbe-là pour au moins qualitativement voir ce qui se passe. Voilà, premier exercice terminé. Maintenant, vous allez voir que la suite va aller très vite. Je vais donc maintenant copier-coller l'intégralité de ce code. Je l'enregistre au passage et je vais faire un fichier enregistré sous. Et sur le bureau, je vais enregistrer 1, 2. Et je colle tout le code. Donc ce code 1, je vous le mettrai à disposition. On va éviter que ça vous prenne trop de temps quand vous le faites tourner. Je vais virer 2-3 pas de temps inutiles. J'enregistre. Code 2. Maintenant, dans ce code 2, ça va être beaucoup plus rapide que le 1, mais il y a quand même une petite adaptation à faire. La petite adaptation, c'est qu'à partir de l'exercice 2, et le 3 et 4 seront pareils, du coup ça sera fait, je vais devoir travailler sur des listes et non sur une seule valeur. Donc si je fais le point, y sera une liste, donc là, attention, je vais devoir faire quelque chose. Ensuite, ici, y sera une liste, je vais devoir faire quelque chose. Je vais stocker des listes, ça c'est pas un problème. Y0 sera une liste, je vais devoir faire quelque chose. Et dans la récupération des solutions, je vais devoir faire quelque chose puisque LY maintenant sera une liste avec des listes dedans. Voilà les choses que j'ai à faire. Il n'aime pas, je vais enlever ça. On réfléchit. Déjà, on va travailler sur la fonction f2. Y est une liste. Je passe à l'exercice 2. Je veux traiter mon système proie prédateur. Pour rentrer un tout petit peu dans les détails de ce système d'équations, les aliens et les humains sont des nombres. Je n'ai pas décidé d'arrondir à l'entier à chaque résolution. Ça veut dire que c'est des nombres on peut avoir 1,2 aliens. Mais c'est pas grave, le principe est là. La variation des humains. Les humains se reproduisent. Et plus il y a d'humains, plus ils se reproduisent. On considère que la planète sur laquelle ils sont a des ressources infinies. Du coup, sans aliens, le nombre d'humains va augmenter proportionnellement, en fonction du nombre d'humains déjà présents. Donc il y a 10 humains, ça fait un humain, il y a 100 humains, ça en fait 10, etc. Les aliens, eux, ils vont disparaître. Ils n'ont rien à manger. Du coup, ils disparaissent. Et plus il y a d'aliens, plus les aliens disparaissent, ce qui est normal, en proportion. Maintenant, quand les humains et les aliens sont en grand nombre et se rencontrent, qu'on représente par le produit du nombre d'aliens fois nombre d'humains, il n'y a pas d'aliens ou pas d'humains, il n'y a pas de rencontre. Il y a beaucoup d'aliens, pas beaucoup d'humains, il y a pas mal de rencontres. Il y a beaucoup d'aliens, beaucoup d'humains, il y a beaucoup de rencontres. Eh bien, les humains se font manger et disparaissent quand les aliens, eux, en ayant mangé, vont se reproduire. On donne des petits coefficients et on considère qu'on a 10 humains au départ et un alien et on regarde ce qui se passe au cours du temps. Eh bien, il faut qu'on traduise dans la fonction f2 ce système d'équations différentielles. Sachant que cette fois-ci, notre problème va avoir un vecteur grand Y qui a la valeur de h et la valeur de a. Donc en fait, le vecteur y, cette fois-ci qui est une liste, je vais déjà extraire dedans. Il faut que je choisisse un ordre, on va dire h puis a, est égal y. Je déballe. Évitez de trimballer des y de 0, y de 1, etc. Déballer, comme ça on voit bien de quoi on parle. Donc on récupère le nombre d'humains et le nombre d'aliens.
à un temps t. On va créer nos coefficients. A égale 3, B égale 1, C égale 1, D égale 2. Et on va traduire notre système d'équation différentielle qui dit que la dérivée que je vais écrire dH et la dérivée des humains que je vais écrire, alors dH pour les humains, dA pour les aliens, égale, je traduis le système d'équation différentielle et à la fin, je travaille en liste et pas en array. Je parlerai des arrays à la toute fin pour ceux qui tiennent à faire des arrays parce qu'il y a un tout petit danger dans le stockage des arrays. dH, j'ai plus qu'à traduire, donc c'est A fois H. Je prends le système d'équation différentielle qui est à droite, moins BAH, moins B fois A fois H. Et dA, moins C fois A, plus D fois A fois H. Et je renvoie dH, l'ordre est important puisque j'ai dit que c'était H puis A. Et dA. Ma fonction F2 est prête pour l'exercice. Ça veut dire que l'exercice 3 et 4, j'aurai que ça à faire quasiment. Et éventuellement un post-traitement de ce que je veux tracer. Je ne pense pas avoir fait d'erreur. Je peux toujours faire un petit contrôle entrée dans cette cellule, entre deux doubles dièses. Je mets la fonction en mémoire. Je n'ai pas eu d'erreur de syntaxe au moins. Maintenant, ma fonction Euler explicite. Là, il faut travailler sur le fait que maintenant y est une liste. Et donc, il va falloir aller mettre à jour chaque valeur dans la liste. H et A, en fonction de sa valeur actuelle et de la dérivée, qui va être envoyée par la fonction y. Donc maintenant, la fonction y contiendra dH et dA. Alors une manière, pour que vous compreniez bien, je pourrais très bien dire dH, dA est égal, mais je le supprimerai après, égal yp, mettre à jour h avec h plus dH fois dt. La nouvelle valeur des humains, c'est la valeur actuelle, plus la dérivée fois dt. Et je pourrais faire une deuxième ligne pour les aliens. En fait, on va automatiser ça. Et ça va être fait dans cette seule ligne-là. Et ça sera fait pour tous les problèmes suivants. C'est ça qui est bien. On va écrire que le vecteur y va être mis à jour en mettant à jour chacun de ces éléments. On prendra grand Y de I, qui sera un indice qui vaudra dans cet exemple-là soit 0, soit 1, pour dire qu'on met à jour soit les humains, soit les aliens, plus grand YP qui a été calculé avant, qui contient les DH et DA, de I fois dt, for I in range de len de Y. Je pourrais mettre YP, ça marcherait pareil. Je vérifie que je n'ai pas fait de faute, en particulier le nombre de parenthèses, ça a l'air d'être bon. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il met à jour H et A dans Y. Je stocke ensuite Y. J'ai terminé, a priori. Je vais maintenant mettre à jour les conditions de simulation. Mon vecteur Y0, finalement, ça sera un humain 0 et alien 0. Les humains, il y en a 10, les aliens, il y en a 1. Le temps, j'ai dit que je simulais sur 30 jours, c'est marqué là. Du coup, le temps fin, ça va être 30 jours. Le dt, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On a notre liste LDT, de toute façon, du coup, le dt, je pourrais même le supprimer. Je vais le faire comme ça, j'en ai plus besoin. Et dans l'exercice d'avant, j'en ai plus besoin non plus. Mais par contre, il faut que j'enlève le calcul de n, sinon ça va bugger. Enfin, ça ne buggera pas là pour moi parce qu'il est en mémoire, mais pour vous, si vous l'exécutez, il ne sera pas en mémoire. Voilà, donc le temps fin est à mettre à jour. Et évidemment, les conditions initiales sont à mettre à jour. Je vais vous le noter. Avec un seul dièse. À mettre à jour, le temps t0, on part toujours de 0. Et la liste des temps, vous pourrez bien faire ce que vous voulez. Hop, exo2. Et temps fin à mettre à jour. Donc là, 10 humains, un alien, et notre vecteur y0 contiendra la valeur des humains d'abord, on a dit, et des aliens ensuite, qui valent 10 et 1. J'ai quasiment fini, il me reste à aller extraire des listes y, de la liste y, le nombre des humains et le nombre des aliens. Donc la liste des humains et la liste des aliens, ça sera pour chaque terme de la liste grand L y qui contient des petites listes de 2 éléments. Pour les humains, c'est le premier. Terme de 0 for term in ly. Et
pour les aliens, c'est terme de 1 pour la deuxième valeur. Et pour l'instant, je ne vais afficher que le nombre d'humains au cours du temps pour différents pas de temps. Et on va être moins gourmand parce que ça peut être un petit peu long. Et puis de toute façon, je me fiche que la courbe ne soit pas parfaite sous vos yeux au niveau de la véracité de la solution. Ce que je veux, c'est que vous compreniez comment vous pourriez ensuite avoir les bons résultats. J'espère que tout va fonctionner. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. F5. Alors, si j'ai fait une petite erreur, bah oui, parce que... Alors non, c'est où? YP, pourquoi j'ai encore un K sur M? Je suis étonné de ça parce que je sais, j'ai appelé la fonction F1 et non la fonction F2. Et ça, comme dans les deux autres exercices, je risque bien de l'oublier. N'oublie pas de changer F1, FI pour dire la fonction pour le prochain exercice. Ok. J'enregistre, tant qu'à faire, j'enregistre le 1 que j'ai un peu modifié, F5. Ça simule, ça a l'air de marcher, ça ne marche pas. Alors, ça diverge. Est-ce que ça serait parce que le pas de temps est trop petit? On va vérifier. Toujours pas. Je mets qu'un seul pas de temps pour l'instant et on va simuler pour un seul pas de temps, ça diverge quand même. Alors j'ai fait peut-être une erreur dans l'équation différentielle. AH moins BAH. DA moins CA plus D. Ah bah oui, évidemment, vous l'aviez probablement vu, j'ai dû dire fois et j'ai mis moins. DAH F5. Et ça fonctionne, c'est bon. Du coup, je vais pouvoir remettre quelques pas de temps différents. 1, 2, 3. Mais c'est pas mal que j'ai des bugs en live parce que ça vous permet de voir un peu comment est-ce que on les corrige. Alors là, j'ai 4 0, 3 0. Celui-là, il faut une virgule qui n'est pas la bonne. Ce 0 là sert à rien. Et puis là. Ouais, c'est bon. F5. Alors j'ai du mal à croire qu'il se soit passé quelque chose. J'ai bien un close all pourtant. Est-ce qu'il y a une erreur? Oui, il y a une erreur, je ne l'avais pas vue à droite. Il doit y avoir une petite forme, une syntaxe qui ne va pas. 0,1, 0,01, 0,00. Oui, ok, il y a un problème là. 0, oui, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Là, ça diverge pour le trop petit pas de temps, F5. Vous remarquerez que si vous avez une courbe qui diverge, j'ai essayé les deux. C'est les deux raisons sur l'air. Soit vous avez une faute dans votre équation différentielle, parce que normalement l'air explicite ou OD1, ça sera parfait, ça sera ce que vous utilisez. Si vous faites OD1, il n'y a même pas à se poser de questions. Donc c'est soit votre fonction f qui est pas bonne, ce qui était mon cas, et là il y avait une divergence parce que le pas de temps étant trop petit, ça allait vraiment trop loin dans l'erreur qui était commise. Donc il faut aussi essayer de ne pas faire des pas de temps trop petits. Et là ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fonction du pas de temps, eh bien on a une convergence vers une courbe, mais ça évolue encore entre orange, donc je vais virer le premier et je vais en mettre encore un. 1, 2, 3, 4, 1, F5. Et là, ça n'évolue plus trop. Bon, de toute façon, on va pas trop discuter, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on va ne faire, vous voyez, il a mis du temps, il a mis pas mal de temps, je crois qu'il avait fini, pour faire la courbe verte, mais la courbe verte et orange sont quasiment les mêmes. Du coup, je garde pas de temps de la courbe verte. Au passage, ce qui peut être intéressant, c'est de plutôt mettre le nombre de points que de mettre le nombre de points ici, au lieu du pas de temps. Après, le nombre... Non, je vais le laisser comme ça. Il y a une différence, le nombre de points en fonction du temps de simulation change, alors que le pas de temps, lui, c'est vraiment la donnée qui est limite intrinsèque à la résolution. Donc, je vais laisser le pas de temps en haut à droite. Bon, ben voilà. Alors, je refais une simulation maintenant que j'ai choisi un pas de temps, et je vais aussi afficher sur la même courbe le nombre des aliens. J'attends un tout petit peu puisqu'il met du temps. On a la première courbe qui est apparue, la deuxième, et on va regarder ce qui se passe. Alors ce qui se passe en fait, on va regarder dès ce moment-là. On a un nombre. Alors maintenant, je vais me permettre de changer l'ordonnée. De changer la légende pour dire que ça c'est les humains et ça c'est les aliens. Notez qu'à partir du moment où on a choisi notre pas de temps, il n'y a plus besoin de faire cette boucle for. Voilà. Alors ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'on a des aliens. Il y avait des humains, les aliens les ont mangés, il n'y a plus d'humains. Les aliens se sont reproduits, mais il n'y a plus d'humains, du coup ils n'ont plus à manger.
ils diminuent jusqu'au moment où ils sont assez peu pour que les humains commencent à se redévelopper. Quand il y a assez d'humains, les aliens les mangent avec un petit retard là et remontent et c'est cyclique. Et ce qui est super sympa à afficher dans ce genre d'exercice, c'est sur une figure 2, le nombre d'aliens en abscisse par exemple. J'aurais pu mettre le nombre d'humains en ordonnée. Et là je vais dire que c'est H. Excusez-moi, ça doit faire beaucoup de bruit. F2A. F5. Je pourrais ne pas refaire toute la simulation à chaque fois. Il faudrait juste que j'exécute la ligne. J'y penserai pour la prochaine fois. Ah, ouais, vous l'aviez probablement vu, mais mon fig n'est pas utilisé. Parce que maintenant que je suis intéressé par plusieurs courbes, il faut que je lui dise plt.figure de fig pour qu'il travaille sur la figure fig. Donc je remets cette fonction en mémoire avec CTRL entrée. Je ferme la figure. Et cette fois-ci, je n'exécute que la ligne avec Alt entrée. Et je vais obtenir la courbe que je voulais. Sur la figure 2. Et voilà ce qui se passe. On a un phénomène cyclique. Et c'est beaucoup ce qui se passe dans la nature, mais en plus compliqué évidemment. Et du fait de la résolution de l'air, si on zoome, on verra qu'il y a une petite divergence. À chaque tour, on s'éloigne un tout petit peu de celui d'avant. Alors que sinon, on devrait rester toujours sur le même. Voilà, on a fini l'exo 2. Alors, petit détail, mais tant qu'à faire, comme j'ai fait une correction de la fonction affiche, je vais aussi la corriger ici. CTRL S et CTRL S. Voilà, je copie-colle tout le code, je le mets dans l'exercice 3, CTRL V, je peux maintenant enlever la remarque, n'oublie pas de changer FI, dans celui-là, je l'enregistre. Et vous aurez un code tout propre pour pouvoir faire ces simulations. Quand vous aurez téléchargé ce code. YP c'est un nombre, ça c'est intéressant à savoir. Après ici vous voyez que c'est une liste, donc je n'ai pas besoin d'enlever les commentaires. J'ai oublié de changer le titre. Donc dans l'exercice 2, c'était résolution d'un système d'équations différentielles du premier ordre. Et c'était proie prédateur. Voilà. Hop. Et puis, donc j'enregistre les deux premiers. Et le 3, c'est résolution d'une équation différentielle du second ordre. Et ça va être le pendule. Je vais sur l'exercice. Je sais que mon vecteur y dans le cadre du pendule, mon grand y, ça sera la valeur θ et la valeur θ point. Du coup, je vais faire mes mises à jour. Le temps de fin, j'ai dit 20 secondes dans le sujet à droite. 20 secondes. Dans la présentation PDF, je vous rajouterai les vecteurs y pour voir ce qu'il y a dedans. Donc vous le retrouverez, vous verrez qu'il y aura une petite mise à jour. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, les conditions initiales, ça sera θ, θ point. θ, ça va valoir 45 degrés, mais attention, il va falloir le mettre en radians, parce que les sinus, c'est des radians que ça prend. θ égale 45 fois pi sur 180, il faut que j'importe pi. From math, importe pi. Et θ point, ça sera 0. On écarte le pendule à 45 degrés et on le lâche sans vitesse initiale. Du coup, mon vecteur grand Y0, ça sera θ, θ point. Je pense que j'ai fini cette partie-là. Le pas de temps, pour l'instant, on ne le met pas trop petit, on verra bien après. Je récupérerai une liste Lθ et une liste Lθ point. Je n'afficherai que la liste Lθ en fonction du temps. Je supprime le reste. Ma fonction s'appellera F3. Je vais tout de suite l'appeler F3. Je crois qu'en bas, je n'ai rien d'autre à faire. Oui. C'est bon a priori. Et maintenant, ma fonction F3. Je vais récupérer dans Y θ, θ point. Je vais mettre à jour, c'est pas beau, c'est un petit détail, mais les espaces, hop et hop. Et dans celle-là, c'était propre. Je vais créer mes coefficients. Je les vois ici. M, R, K. M égale 0,1. R égale 0,1. K égale 0,001. G
égale 9,81. Je vois que j'ai oublié de faire la capture de l'expression de J, c'est M fois R carré. Je la remettrai aussi ici. Hop. Je vais dire dθ et dθ point. Alors ça s'appelle θ point et θ point point. Mais en réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, θ point, on le connaît déjà, il n'y a pas besoin de le calculer. Ce qu'on va renvoyer, nous, c'est θ point et θ point point. Et notre équation différentielle, elle va nous permettre de calculer θ point point. θ point point égale. Et donc, je vais changer ça. Et je vais donc le tout diviser par grand J. Au numérateur, moins K fois θ point. Moins R, M, G fois sinus. Du coup, il faut que je l'importe de θ. θ. From math import sin. Je crois que j'ai fini. Je fais F5. J'obtiens l'évolution de mon pendule. Je suis étonné parce que normalement, il y a une atténuation et je la trouve très faible. Du coup, je réfléchis. Je vérifie mon équation différentielle. En plus, là, c'est marqué H. Du coup, je vais remettre dt. Je vais peut-être augmenter, diminuer le pas de temps. C'est peut-être juste ça le problème. Vous l'avez compris, c'est soit le pas de temps, soit ma fonction. Allez, j'essaye déjà, on ne sait jamais sur un malentendu. Ça a l'air de changer un peu la donne. F5. J'ai encore diminué le pas de temps un petit peu. Je pense que c'est encore pas suffisant. Je m'attendais à une courbe un petit peu plus atténuée. Donc, je vérifie mon équation différentielle. θ, θ point. Je renvoie θ point, θ point point. Ça, c'est bon. θ point point, c'est moins k θ point. Moins RMG. Moins RMG sinus θ. Oui. Le tout divisé par J. Oui. Les coefficients M01, R01, K, ouais, G 9,81, MR carré, ouais. J'ai un petit doute. θ 45 degrés. θ point 0. θ point. F3. Bon. Je mets une petite pause à la vidéo, le temps de vérifier mon corrigé de ce TD et de voir si j'ai un problème. Alors j'ai parfaitement vu l'erreur que j'avais pas vue sous vos yeux et vous l'aviez probablement vu, j'ai dit MR carré et j'ai mis MR x 2. Du coup l'inertie était trop faible. Enfin elle n'était pas bonne, elle n'était pas correcte. Et là quand je fais F5, alors maintenant mon pas de temps qui est trop grand, je pense que je peux le diminuer un petit peu. On va casser le code et CTRL-I, F5. Et voilà exactement ce que j'attendais. J'obtiens l'évolution de la position de mon pendule au cours du temps. Et je peux aller étudier l'influence du pas de temps, je ne vais pas le faire, vous avez parfaitement compris l'importance d'aller vérifier la convergence de la solution. J'en ai fini de cet exercice. Hop, je vais l'enregistrer sous le nom numéro 3 sur le bureau. Voilà. On va copier tout le code et le mettre dans 4. Je vais faire un petit peu de propre à mettre à jour. Vous en avez plus besoin. Ça aussi. Ça aussi. FI, je vais tout de suite dans 4 mettre F4. Hop, je peux enlever ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à changer? Non, c'est fini. J'enregistre et vous l'aurez à disposition. J'enregistre le fichier numéro 4. Voilà. Bon, ça devient assez facile. Hein. Au passage, je vois que j'avais laissé un DA égale DH, ça ne sert plus à rien puisqu'on ne l'utilise plus. J'ai oublié de l'enlever. Ici, je l'avais mis aussi. DA égale DH, c'était quand je vous expliquais qu'on pouvait faire ligne par ligne. Et je pense que là, il n'y est pas, c'est bon. DA égale DH, DA et DH ne servent à rien. Pardon. Voilà. Bon, bah c'est pareil. Quatrième exercice, résolution de balistique. On connaît des positions et vitesse initiale. On part à 45 degrés vers la droite avec une vitesse qui est de l'ordre de racine de 200 puisque on a 10 en horizontal et 10 en vertical. Et on veut voir où est-ce que va la balle de 1 kg en connaissant des coefficients de frottement qui s'appliquent sur elle. Alors, on va mettre à jour le temps. 2 secondes. J'ai bien enlevé le à mettre à jour. Le pi ne sert plus à rien ici. Le sinus ici non plus. J'appelle ça F4. J'ai bien mis F4. Tout va bien. Les conditions initiales, ça va être un
x point est égal, je pars, alors on va faire x égale 0, on va le faire proprement. x0, y0, vous noterez que c'est là que c'est intéressant d'avoir noté grand Y pour le vecteur, sinon je pourrais me mélanger un peu les pinceaux. x.0, ça va être 10 mètres secondes, y.0, ça va être 10 mètres secondes. Oui, j'aurais pu directement mettre un vecteur avec 0,10, 0,10. Mais l'avantage, c'est qu'on comprend bien ce qu'on fait. Et quand on revient sur le code longtemps après, on comprend toujours bien ce qu'on fait. Ça serait même bien de mettre les unités avec des dièses, mètres par seconde, etc. Je ne vais pas le faire. Je peux enlever θ. Et là, je vais choisir l'ordre. Et c'est important, dès que je le choisis, qu'il ne change plus. Je vais dire que c'est x0, x.0, y0, y.0. Du coup, maintenant, il faut que je fasse attention tout le long à ce que j'ai dans mon vecteur grand Y. X point, y point. A priori, je n'ai pas fait de faute. Là, il n'y a rien à changer, si ce n'est qu'on récupérera que les x et les y. Dans cet exemple, je me fiche des vitesses, Lx. Et petit y, là aussi, c'est important d'avoir fait la différence avec L grand Y, terme de 1. Et je tracerai la trajectoire sur la figure 1, c'est-à-dire trajectoire Ly en fonction de Lx. Et ça sera sur la figure que je vais appeler y égale f de x, j'ai dit y. On va les appeler petit y entre guillemets égale f de petit x. Hop, et je ne ferai qu'un pas de temps. Bon, la partie basse est prête. J'ai plus qu'à faire l'équation différentielle. Je sais que dans mon vecteur y, je vais récupérer x, x point, y, y point. Je sais que la méthode de l'air m'impose de renvoyer x point, la dérivée de grand Y, x point point, y point, y point point. Vous remarquerez comme toujours que x point et y point sont connus. Et donc c'est l'équation différentielle qui va nous permettre de calculer x point point et y point point. Pour ça, il faut que je définisse des variables. Donc bêta, m, g. 9,81, m c'est 1 et bêta c'est 1. Je traduis mon équation. Moins bêta sur m, oui j'ai vu l'étoile en trop, multiplié par x point, multiplié par une sacrée racine, et qui se répète deux fois. Du coup, vous allez voir, je vais la créer. Racine est égale à SQRT qu'il faut que j'importe, de x point carré plus y point carré. X point, je ne fais pas la même erreur que tout à l'heure, c'est bien un carré plus y point carré. Il faut que j'importe from math import SQRT. Et donc là, il faut que je multiplie par racine. Je ne pense pas avoir fait d'erreur. Moi, bêta sur m, x point fois racine. Ouais, c'est bon. Ensuite, je remarque que la ligne d'après, c'est ressemblant. Ça va être moins g, et j'ai copié la ligne d'au-dessus. Moins, alors pour faire propre, je vais mettre le moins dehors. Et je vais faire pareil là-haut, moins. Puis, c'est encore mieux comme ça, regardez. Comme ça, on peut vraiment comparer les deux lignes. Et là, je vais mettre y point. Normalement, j'ai fini. Je fais F5. Alors, c'est pas la courbe que j'obtenais, c'est toujours pareil. Déjà, est-ce que c'est un problème de pas de temps? Je pense pas. Allez, je vérifie mes équations. Moins bêta sur mx point, moins bêta sur mx point, fois la racine. Moins g, moins bêta sur m, y point, fois la racine. Ça, j'ai pas de faute. Racine de x point carré plus y point carré. Racine de x point carré plus y point carré, c'est juste. Mes coefficients bêta, m et g. 9,81. X point, y point, x point, y point, x point, y point. Les conditions initiales. X, xp, y, yp. Pour l'instant, j'ai pas vu l'erreur. Lx, ly, ly en fonction de lx. Et qu'est-ce que donne la courbe?
Bon, je vais faire pareil, ça évitera que vous perdiez du temps derrière la vidéo. Je mets pause, je regarde d'où ça vient, et je reviens. Bon, c'est évidemment tout bête, c'est que j'ai pas fait attention à modifier aussi la partie récupération. Et en fait, je récupère LX et LY, mais LX, je m'en suis rendu compte parce que j'aurais dû partir de 0 et ça part de 10. En fait, LY, c'est une liste de 4, c'est des petites listes de 4 valeurs que j'ai stockées dans l'ordre X, X point, Y, Y point. Du coup, Y, c'est le deuxième et pas le premier. Enfin, l'indice 2. Du coup, là, maintenant, normalement, j'ai ma trajectoire et ça fonctionne. Exactement ce que j'attendais. Du coup, voilà. La balle, elle part, mais c'est pas à 45 degrés parce qu'on n'est pas orthonormé. Du coup, je vais quand même rajouter dans ma petite fonction affiche une petite orthonormalisation, plt.legend et avant le plt.show, plt.axis et je vais mettre scaled, S-C-A-L-E-D, F5. Et là, j'obtiens la vraie trajectoire en orthonormé, donc vraiment ce que la balle ferait. On peut remarquer qu'elle monte, puis elle descend, elle atteint 0 par là, à une abscisse de 1,90 m à peu près, puis après elle part dans le négatif, éventuellement s'il n'y avait pas de sol. C'est justement là que ça peut être intéressant de faire une simulation de l'air avec un while et pas un temps inférieur à un temps fin. Mais imaginons que j'avais envie de simuler jusqu'à ce que la balle tombe au sol. Dans ce cas-là, j'aurais dit while t inférieur, alors c'est pas le temps. Je vais récupérer la valeur de y. Donc dans grand Y, c'est y de 2, pardon. Ça c'est y. Et tant que c'est inférieur, tant que c'est supérieur ou égal à 0, il y va. Du coup, quand c'est 0 au départ, ça part et ça s'arrêtera. Hop, au moment où ça a touché le sol. Et si je veux même savoir en combien de temps ça a touché le sol, dans ma liste des temps, je vais aller chercher la dernière valeur, LT de moins 1, et je vois qu'il a touché le sol. Alors, aux discussions près de est-ce que ça converge et s'il faudrait aller plus loin, oui, il faudra voir ça plus tard. Mais en gros, en 0,84 secondes, on est tombé au sol. Je reviens en arrière pour simuler un temps. Mais donc maintenant, je peux même dire que temps fin, c'est 0,84 secondes. Et en théorie, je vais à peu près simuler exactement la même chose. Voilà. Je pense que j'ai fini pour toutes ces explications. Maintenant, j'ai oublié de changer le titre. Donc, c'est résolution d'un système d'équations différentielles du second ordre. Et là, c'est appliqué à de la balistique. Voilà. Donc, on a nos 4 exercices. Maintenant, je vais vous montrer deux choses. D'abord, je vais vous montrer le problème des arrays et ensuite, comment utiliser ODINT. Parmi vous, certains vont vouloir travailler avec des arrays. Par exemple, je vais prendre le problème de la balistique. Vous allez faire un vecteur, donc on va importer NumPy. Je ne le partagerai pas ce code-là. Import NumPy as NP. Voilà, comme ça je peux l'utiliser. Et vous allez créer un vecteur np.array de départ. Petite chose à savoir, quand vous faites la somme d'un array et d'une liste sous Python, il fera des arrays. Du coup, en réalité, le simple fait de changer le y0, qui va ensuite être récupéré et mis à jour en permanence, fait que quand il fera la somme d'une éventuelle liste renvoyée par F4 et d'un array, il fera un array. Donc j'ai même pas besoin, mais ça serait plus propre de le faire, de mettre np.array dans la fonction F4. Je vais le faire quand même, pour que ça soit plus propre. np.array. Voilà. L'avantage de l'array, c'est ça. C'est que vous allez pouvoir dire y égale y plus dt fois yp. Vous pouvez mettre à jour tout l'array d'un coup. Ça, c'est vachement bien. Et si je fais F5, en théorie, et même la récupération doit fonctionner correctement. J'obtiens exactement la même chose, vous voyez, tout fonctionne parfaitement bien. Par contre, là, il y a un petit détail. C'est qu'autant avant, on mettait bien à jour tous les termes de la liste en faisant y+. On n'avait pas de manière de faire autrement que d'écrire y égale et de faire la mise à jour. Là, certains parmi vous vont croire qu'ils peuvent se permettre de marquer y plus égale dt fois yp. Et ça va poser un réel problème, F5. Il a même budget. Je m'attendais à avoir une courbe qui soit pas bonne, mais il a même budget. Alors, plus égale dt fois yp. Je vais quand même réfléchir à pourquoi est-ce qu'il me fait cette erreur. Il ne sait pas faire de l'int 64 et du float 64. Donc là, il y a déjà un premier problème qui n'est pas celui que je voulais vous montrer. C'est que
ici, comme j'ai mis des entiers, il a stocké dans Y0 des entiers 64 bits. La preuve, type de grand Y de 0 de, j'ai pas mis Y, de 0, c'est un int 64 bits. Or, quand on fait les calculs ici avec des dérivations, avec des divisions, pardon, il crée des flottants 64 bits et il n'aime pas faire la somme dans un array. Donc, première étape, je suis obligé de mettre 0.0. Il faut que je pourrais en faire qu'un a priori, mais je vais lui faire à tous. Pour qu'il stocke des flottants. Et là, ça passe. Mais maintenant, j'ai pas la trajectoire que je voulais. Et c'est normal. En fait, il faut avoir conscience, et je vous ai mis un bac à sable exprès sur mon site pour aller étudier ça. Vous allez dans informatique, bac à sable. Voilà. J'ai appelé ça danger du stockage des objets dans des listes. Et j'ai fait un petit code qui crée une liste et un array, et qui stocke dans une liste soit les listes, soit les arrays. Donc on stocke dans LL les listes et dans LA les arrays. C'est facile au niveau du nom. Et la différence entre ce petit code et celui d'après, c'est que j'ai mis A plus égal. Donc j'ajoute à l'array quelque chose. Ici j'ai mis append, donc j'ajoute à la liste que je stocke quelque chose. À la différence du code suivant où je fais L égale L+, qui semble être la même chose. A égale A+. Donc le code d'au-dessus, c'est juste j'enlève A égale et je mets plus égal, quoi. Et quand vous exécutez ce code, vous allez vous rendre compte que dans le mauvais code, c'est-à-dire le premier où on met plus égal, il stocke n fois la même chose, alors que dans le bon code, il stocke de nouvelles listes et de nouveaux arrays. C'est extrêmement important quand vous faites de l'ELR avec des arrays. Il est nécessaire de ne pas marquer y plus égal quand vous stockez y dans une liste, parce qu'en fait, vous stockez l'adresse de la liste, enfin vous stockez l'adresse de l'objet, et pas un objet différent à chaque fois. Vous stockez toujours le même pointeur vers une liste qui est modifiée. Du coup, quand vous l'avez stocké la première fois et que vous la modifiez après, c'est celle qui est stockée, qui est modifiée. En fait, elle est stockée n fois la même liste. Donc si vous faites des arrays, vous avez l'obligation de mettre y égale y+. Dans les autres petits détails que j'ai pu voir, quand vous prenez des pas de temps entiers et que vous travaillez avec des listes, cette ligne fonctionne, mais elle fait n'importe quoi. Parce que je vous rappelle que si vous avez une liste 1, 2 que vous faites x2, ça va marcher, mais ça va pas du tout donner la dimension que vous attendiez. Donc j'ai des élèves qui font des erreurs de ce type-là. Alors choisissez la manière avec laquelle vous faites les choses, array ou liste. Moi, je fais un peu des deux, mais maintenant je fais plus des listes que des arrays. Je vous ai codé les 4 exercices avec des listes, et c'est pas pour rien. C'est pour éviter cette petite erreur-là. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer ODINT. Donc array, j'ai dit que je ne le stockais pas. Fermer sans enregistrer. Je vais vérifier un détail. L'orthonormalisation n'aurait pas de sens ici, puisque je l'ai fait dans l'exercice 4. Là, il calcule, il met un petit peu de temps à calculer dans l'exercice 2. Pour pas que ça soit trop long pour vous, je vais un peu diminuer le pas de temps, quitte à ce que les courbes soient pas parfaites. On va essayer. Voilà, ça diverge quand même un petit peu trop. Hop. Voilà, c'est pas mal comme ça. CTRL S. L'orthonormalisation ici n'a pas vraiment de sens non plus. Et dans l'exercice 3, je viens de faire séparer. Donc on laisse comme ça. Maintenant, on va voir comment faire la même chose avec ODINT. Imaginons que vous commenciez l'exercice. ODINT from cp.integrate import. Je pense que c'est comme ça, mais sinon je vérifierai sur ma fiche résumée. Alt entrée. On va voir s'il importe ODINT. Oui, ça a marché. Imaginez que vous commenciez l'exercice, vous n'avez rien fait avant. Vous allez créer votre fonction affiche. Vous allez créer, faire votre import, donc là. Vous allez créer votre fonction F1, mais vous ne ferez pas ELR explicite. Et finalement, ce que demande ODINT, c'est une liste des temps au départ. Ça, c'est important. Donc, on va lui faire un NP. Je vais importer NumPy pour faire une liste de temps avec un pas de temps donné. Donc, import. Il est déjà importé dans mon ordi, mais c'est pour que vous l'ayez là. As NP. Je vais, grâce à NumPy, créer ma liste. Je vais lui dire qu'il doit faire, je réfléchis, je vais faire un arrange ou
Je sais que dans mon résumé, je vous ai mis la formule que j'utilise qui va vite. Alors je vais aller directement la chercher. Ça sera plus rapide que de réfléchir à la meilleure méthode que j'ai envie de faire. Attendez juste une seconde. Résumé de simulation. En plus, comme ça, vous verrez où c'est, parce que si vous voulez le coder, vous pourrez le prendre. C'est tout en bas de la partie sur les 4 exercices qu'on vient de traiter qui sont là. Alors dans le résumé, petit détail, je mets 2 fonctions f au lieu d'une. J'en ai une qui est vraiment liée à la mise en forme et une qui est l'équation différentielle. Ici c'est pareil, j'en ai une qui est liée à la mise en forme, elle prend y, elle renvoie y point, et j'en ai une c'est l'équation différentielle. Bon, ça n'a pas grande importance. Et vous voyez, j'ai déjà tout préparé là, c'est ça que je veux gagner comme temps avec vous. Je vais tout copier-coller dans mon code. Ne pas enregistrer, je le mettrai à jour tout à l'heure. Hop, comme ça j'ai pas besoin de NumPy non plus. Le copier-coller n'a pas marché. CTRL Z. C'est fatigant. Je vais recopier-coller. Voilà. C'est bon, ça a fonctionné. Voilà. Donc, T0, T1, ça va être T0, TF. Comme ça, j'ai pas besoin de les redéfinir. Donc, TF, il va aller là. Et j'enlève cette ligne. Là, je définis mon nombre de points. Donc, je n'ai pas choisi de définir un pas de temps. J'ai défini de définir un nombre de points. Je crée une liste des points, des temps. Et c'est ça, la différence avec l'air explicite, c'est que OD1 va demander ce que vous donniez la liste des temps auxquels il va calculer la solution. Enfin, vous l'affichez, en tout cas, vous la ressortir. Ensuite, on va créer la solution avec OD1. En lui précisant la fonction f, dans cet exercice c'est f1. Le vecteur y0, je l'ai bien écrit comme ça, la liste des temps, elle est bien définie, et je vais obtenir ma solution. Et donc ma solution, je vais me mettre un petit affiche sur la figure 11, cette fois-ci, liste des temps, mais c'est une nouvelle liste des temps par rapport à celle d'avant, mais ça l'écrasera. Et la liste des y, c'est ce que je vais appeler sol. Ici, pour l'instant, dans l'exo 1, c'est directement la liste des y, et je n'exécute, enfin je vais exécuter tout l'exo 1. J'enregistre exo 1. Et j'obtiens sur la figure 1 la simulation avec l'air explicite, sur la figure 2 la résolution OD1. On remarquerez au passage que la solution OD1 est déjà optimisée puisqu'elle est du côté de la convergence. Par rapport à les courbes vertes, là, on est du bon côté puisque nos courbes avec le pas de temps, elles montaient. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de pas de temps qu'on lui donne, c'est un affichage, c'est pas ce qu'il va prendre pour sa résolution. Voilà, ça y est, on a fait OD1 sur l'exo 1. Je vais faire OD1 sur l'exo 2. Le nombre de pas de temps, on va mettre le nombre de points, on va toujours laisser la même chose. Donc ça, on va le laisser. On va réimporter parce que comme ça, vous pourrez exécuter chaque exercice indépendamment. Cette fois-ci, on lui dit F2. On a vu qu'on voulait récupérer le nombre d'aliens, le nombre d'humains dans la solution qui va avoir 2 dimensions. C'est LY. Ouais, bah c'est bien ça, je l'ai appelé LY. Et j'affiche sur la figure 11. LH en fonction de LA sur la figure 11. F5. Il fait ces 2 résolutions. Ça, c'est ELR explicite et ça, c'est OD1. Pareil dans l'exo 3. Je change la fonction F2 pour la fonction F3. Je récupère Lθ et je me fiche de Lθ point. J'affiche sur la figure 11 Lθ. F5. Et j'obtiens sur la figure 11 la solution. Et enfin, l'exo 4. Vous avez vu, hein, dès que vous savez fabriquer la fonction f, f1, f2, f3 ou f4, donc mettre en forme le problème, après, c'est fini, c'est hyper facile. Lx et ly est affiché ly en fonction de lx. Hop. Je lui dis qu'il doit intégrer f4, f5. J'ai dit que c'était la figure 11, pardon. F5, j'ai mon problème figure 1 et mon problème figure 11. J'enregistre chacun des codes et je vous les partagerai. Du coup, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses et que vous êtes maintenant paré pour aller résoudre n'importe quel système d'équations différentielles. Cette vidéo est déjà assez longue pour ne pas aller traiter ce qui est problème des équations de différence qui en plus n'ont pas la même simplicité de mise en forme identique d'un problème à l'autre. Donc il faudra aller se plonger dans les équations et les méthodes pour voir comment vous résolvez des problèmes à dérivées à spatiales et temporelles par exemple. Sur ce, je vous dis à bientôt sur cpge-si.com.
Au revoir.